Service d'état-major, inspecteur Cobb. Y a-t-il un inspecteur McLean chez vous? Il a été suspendu. Non, Walter, il ne l'est plus. Plus maintenant. Mais qui parle? Appelez-moi Simon. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux jouer à un petit jeu. Quel genre de jeu? Ah, Simon dit. Simon va dire au lieutenant McLean ce qu'il doit faire, et le lieutenant McLean va lui obéir. Et s'il ne se conforme pas, il y aura punition. Quel genre de punition? Un autre gros boom dans un endroit très fréquenté. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle d'un film de la franchise Die Hard. Welcome to the party, pal! Oh, what, you think that LA badge is gonna get you a free lunch or something around here? Une petite note avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère de, premièrement, vous déchausser et deuxièmement, d'écouter le film discuté aujourd'hui car je vais le spoiler complètement. What are you gonna do? Whatever I can. No one is coming to help you. Bonne écoute. Next time you have a chance to kill someone, dog ass Thanks for the advice. Bienvenue à New York. Aujourd'hui, on parle de Marche ou crève, sorti en 1995 et réalisé par John McTiernan, avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Jeremy Irons, Sam Phillips, Nick Wyman, Larry Brigman, Graham Greene, Colin Camp, Anthony Peck et Kevin Chamberlain. Je suis Mathieu et aujourd'hui, je vais peut-être avoir besoin d'aspirine parce que j'ai un méchant mal de tête. Alors, bienvenue dans la rétrospective des films de Die Hard. Aujourd'hui, on est rendu au troisième film là, dans cette rétrospective-là, carrément au centre. Juste avant de commencer vraiment à parler du film ou de n'importe quoi, je sais pas si vous avez remarqué, il y a peut-être une petite tonalité de différente là, dans ma voix aujourd'hui. Là, je dis au début, là, juste en niaisant un peu, là, en prenant une phrase du film, là, puis en la changeant un peu pour le podcast, là, qu'aujourd'hui, je vais avoir besoin d'aspirine, puis j'ai mal de tête. C'est pas très très loin de la réalité. J'ai pogné la COVID dans le fond, là, fait que là, je parle un petit peu tout croche, là, je suis comme en début, là, je suis à ma deuxième journée, ça va quand même bien, mais en tout cas, ça se peut que je dégrade au courant là, du podcast, mais en tout cas, je suis là quand même aujourd'hui. Là, je pense que je suis assez en forme là, pour pouvoir faire le podcast aujourd'hui, mais en tout cas, ça se peut que je dégrade là, pendant tout le podcast, là, mais en tout cas, ça on s'arrangera, mais je m'excuse déjà là, si ça fait des petits problèmes audio là, pour vous, mais ça devrait être une question d'une semaine ou deux, là, puis ça devrait être pas pire, là, en tout cas, on verra pour la semaine prochaine si je suis capable de parler, là. Mais c'est ça, fait qu'on est rendu au troisième film dans cette rétrospective-là. Là, comme les deux films que j'ai parlé les deux dernières semaines, le film original, Le Piège de cristal et 58 minutes pour vivre, ces films-là ont été adaptés de livres. Le film aujourd'hui n'est pas une adaptation d'un livre, mais c'est une adaptation d'un script qui a été écrit tout simplement pour être un autre film. Le script, il s'appelait Simon Says, Simon dit, là, et vous comprendrez que c'est pas mal, dans le fond, là, beaucoup de la première moitié là, du film aujourd'hui. Mais c'est ça, à partir de là, on a adapté le script là, pour qu'il devienne un film de Die Hard. Qui est pas mal la deuxième moitié du film aujourd'hui. Mais initialement aussi, ça devait être un autre film. On avait commencé à travailler là, pour que ce script-là devienne un autre film. Là. J'en ai parlé au dernier podcast. Le film de contre-attaque qui met en vedette Brandon Lee, le fils à Bruce Lee, là, qui est mort genre, tragiquement. Là, je pense que c'était le film après ce film-là, dans le fond, là, le film là, de Le Corbeau là, qui est mort en 94. Je pense, vite de même. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, c'était un film là, qui avait été quand même un peu un petit hit là, pour lui, dans le fond. Puis, tu sais, dans le fond, sa carrière était quand même enclenchée. Là, si on regarde juste dans la carrière là, de Brandon Lee, là, il y a genre 10 films. Qu'il y en a un qui est sorti, deux techniquement avec le Corbeau qui est sorti posthume. Mais c'est ça, tout simplement, là, pour ce film-là, devait être adapté là, à partir là, de sa suite avec le film de Simon Says, mais
Malheureusement, quand M. Lee nous a quittés, ben, on a décidé là, de réadapter là, le script et là, de le transformer là, en Die Hard 3. Le film devait mettre en vedette Brandon Lee qui allait revenir. Il y a Powers Booth qui était dans le film original. Je sais pas si lui, dans le fond, il devait revenir ou en tout cas, on a changé ça de bord un peu. Que finalement, ben, comme autre personne qu'on avait déjà signé là, pour faire apparaître là, dans le film, là, ben, on devait avoir Angela Bassett. Que finalement, ben, quand M. Lee est décédé, ben, on a quand même rapporté son personnage. Puis, dans le fond, au début, au lieu d'avoir M. Jackson dans le film aujourd'hui, ben, on devait avoir Madame Angela Bassett qui allait avoir ce rôle-là. Finalement, ben, ce rôle-là a été pas pour une raison là, inconnue. Là, elle a juste sorti là, du script. Puis finalement, ben, on l'a remplacé. Là, dans le fond, on a viré le personnage en homme. Puis là, ben, c'est ça, on a recherché, on a approché Lawrence Fishburne pour faire le rôle, puis finalement, ben, lui, il l'a pas accepté. Et parce que genre dans le fond son équipe alentour de lui là, disait qu'il devait prendre juste des rôles de premier plan. Alors c'est là que M. Jackson a pris le rôle. Puis il paraît que c'était genre la deuxième ou troisième fois là, que ça arrivait là, que M. Jackson il prenait le rôle de M. Fishburne qui avait été offert, puis M. Fishburne dit non. Puis malheureusement je pense que c'est un rôle là, que dans le fond qui était assez important là, pour la carrière à M. Jackson. Son rôle dans Fiction pulpeuse qui était tourné mais qui n'était pas encore sorti là, quand on a fait ce film-là d'aujourd'hui. Donc on s'entend pour M. Jackson, c'était peut-être un coup sur coup. Fiction pulpeuse, puis Marche ou crève là, qui sort là, en espace à rapprocher. Fait que tu sais, dans le fond, là, ça a comme solidifié un peu son nom là, rendu là, en 1995. Pour M. Willis, que lui, dans le fond, entre les deux premiers films, il n'a pas fait grand-chose. Il a terminé sa série télé, puis dans le fond, il a tout de suite sauté là, sur le plateau là, du deuxième film là, de 50 minutes pour vivre. Ben lui, à partir de là, ben, il est devenu une superstar. Et superstar ne veut pas dire nécessairement là, des films là, bien regardés ou même un succès. Dans le fond, ben, il va avoir fait la voix là, d'un des bébés là, dans Look Who's Talking 1 et 2. De quoi je me mêle encore, là, ou de quoi je me mêle, là, le film original. Ça, c'est dans le fond, c'était des gros succès. Mais on a le bûcher des vanités, Pensée mortelle, Hudson Hawk, Billy Batgate. C'est pas mal tous des flops, dans le fond. Puis on a eu un retour là, dans le film là, du dernier Boy Scout. Le meneur, La mort vous va si bien, je pense que c'était un flop ça à l'époque. On a eu un succès là, avec Sur les traces de l'ennemi, puis tous des films dans le fond que j'ai pas vu à ce jour. J'ai peut-être ou pas vu La couleur de la nuit là, au milieu de mon adolescence, en tout cas, je vois pas les détails, mais c'était pas mal là, la carrière là, à M. Willis, dans le fond, ça a été comme un gros boom avec Die Hard 1 et 2, puis après ça, ben, dans le fond, on vivait de ce succès-là, de cette renommée-là, puis dans le fond, on est en train là, de se planter solide. Lorsqu'au jour où on arrive avec finalement la fiction pulpeuse, puis dans le fond aussi, comme M. Jackson, ben, le double coup de fiction pulpeuse et le film là, d'aujourd'hui, Marche ou crève. Il faut comprendre aussi que depuis là, le grand succès là, du deuxième film, parce que le premier film a fait de l'argent, dans le fond, il était fait sur un budget là, de 35 millions, puis il a rapporté là, quelque chose comme 140. Puis le deuxième, ben, dans le fond, il a été fait là, sur un double budget de 70 millions et il a rapporté encore un 100 millions de plus que le premier film. Fait que c'était quand même un très gros hit, là, le deuxième film de Die Hard. Mais naturellement, M. Willis, il voulait élargir ses horizons, puis pas juste être tout le temps John McClane là, à chaque 2 ans, puis avoir un nouveau film de Die Hard. Fait que c'est sûr que c'est normal qu'il a essayé là, de s'embarquer là, dans la comédie, dans le puis finalement, mais tranquillement, là, il est revenu un peu vers l'action. Et suite à des refus là, de projets là, pour un troisième Die Hard, là, parce que je
je parlais du script là, de Simon Says un peu plus tôt, là, mais il y a eu d'autres idées là, avant là, ce script-là. Fait que, tu sais, avec tout ça, c'est juste quand on est arrivé à Simon Says, vraiment, ben, ça a été approuvé. Puis je pense que c'était le temps un peu là, pour la carrière à M. Willis, que dans le fond, là, si, mettons, il voulait comme avoir un peu un regain là, de popularité, là, puis, dans le fond, là, pas succomber là, carrément là, de détruire sa carrière, ben, c'était un peu le temps là, qui revienne là, à la franchise là, d'aujourd'hui. Fait que, en tout cas, avant de commencer à reparler là, du film, ben, je vais vous inviter à aller sur le site internet du podcast premiervisionnement.com. Vous allez trouver des liens directs pour les 2 premiers épisodes là, de Die Hard que j'ai couverts les 2 dernières semaines. Mais en même temps, vous allez trouver des liens sur des films d'un collègue à M. Willis, que lui, peut-être sa carrière commençait là, à tranquillement là, à descendre. Monsieur Van Damme, que j'ai couvert là, 4 films au podcast. Donc vous trouverez ça sur le site internet du podcast premiervisionnement.com, ainsi que plusieurs autres rétrospectives. Là, en fouillant un peu partout là, dans tous les onglets, ben, vous allez trouver là, au-dessus là, de 200 films là, que j'ai couverts au courant là, des bientôt là, 5 années au podcast. Sinon, ben, vous pouvez toujours là, souscrire à n'importe quoi, là, que ce soit Spotify ou que ce soit n'importe quel autre diffuseur là, de balado. Ben, dans le fond, là, vous allez avoir là, tous les nouveaux épisodes, là, mais c'est le site internet est là, pour vraiment simplifier de comment regarder là, le catalogue du podcast là, avec tout ça. Là, dans le fond, là, avec pas loin de 400 épisodes. Je pense qu'on est rendu à 396 épisodes avec l'épisode d'aujourd'hui. Fait que ça fait beaucoup là, de podcasts à filtrer. Fait qu'en allant sur le site, là, c'est beaucoup plus facile pour vous. Puis en même temps, ben, vous pouvez suivre le podcast là, sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Puis pour savoir là, qu'est-ce qui va sortir là, dans les prochaines semaines. Alors, pour retourner sur le film, ben la seule chose qu'on peut rajouter aussi là, dans les personnages clés pour le film, ben on a le réalisateur John McTiernan qui revient à la franchise, dans le fond, celui-là qui aurait réalisé là, le premier film de la franchise. Il est de retour, dans le fond, c'est pas qu'il voulait pas réaliser le deuxième film, mais en même temps, ben, il était commis là, à vouloir faire là, un film là, avec Sean Connery. Entre-temps, là, qu'on voulait faire tout de suite se dépêcher à faire le film là, du deuxième Die Hard. Ben, dans le fond, lui, il était déjà là, parti là, sur le projet là, de la poursuite d'Octobre Rouge. Il va avoir fait un autre film avec Sean Connery là, un peu plus tard, là, Medicine Man. Il va avoir fait aussi un film avec Arnold Schwarzenegger, là, le dernier des héros, qui va avoir été peut-être un peu mal reçu à l'époque, là, qui était peut-être là, la première coche là, de mauvaise direction là, du côté à Arnold, mais en tout cas, peut-être un jour, là, on pourra en parler au podcast. Mais finalement, ben, c'est ça. On a McTiernan qui est prêt à revenir à la franchise de Die Hard, qui n'était pas son premier hit non plus. Là, on avait eu Predator avant le premier Die Hard. Mais dans le fond, on a un peu là, comme un retour là, à la source avec Bruce Willis et McTiernan en guillemets tête d'affiche. Alors, le synopsis sur IMDb est assez simple. John McClane et un propriétaire de magasin à Harlem sont visés par un terroriste allemand où il a l'intention de braquer la réserve fédérale. Fait que c'est pas vraiment compliqué comme film en bout de ligne. Là. Ben, tu sais, dans le fond, on essaie de nous apporter dans une direction, puis finalement, ben, on va avoir un peu là, un revirement de situation au milieu du film. Mais tu sais, dans le fond, là, c'est le but du film, là, c'est pas mal. Il n'y a rien de vraiment approfondi en tant que tel. Là. C'est juste un petit peu là, de jouer avec notre tête, puis dans le fond, qu'on ait du plaisir là, pour 2 heures. Alors, pour donner mon point de vue de comment je rentre avec le film, c'est un film que c'est ambivalent pas mal. Moi, j'ai vu ce film-là originalement en 1995, qui était au cinéma. Vraiment, tu sais, je m'en rappelle. Je me rappelle pas de la salle en tant que telle. Je pense que c'était au cinéma Laurentier, là, un cinéma qui existait là, peut-être pendant 5 ans, là, qui était comme le nouveau cinéma là, haute technologie, en tout cas le gros cinéma là.
pas loin du boulevard Laurentien, à Québec. Puis, tu sais, je me rappelle de ce film-là, l'avoir vu. C'est la première fois que j'ai vu un film tout seul. Dans le fond, je suis rentré avec ma mère pour voir le film, puis finalement, ben, c'était sale comble. Puis, dans le fond, il a fallu qu'on s'assise les deux séparés parce que c'était complètement plein, puis il a fallu se trouver un siège là, au travers là, de toute la foule. Fait que, tu sais, dans le fond, là, pour moi, c'était la première fois, je pense que je voyais vraiment un gros film là, avec sale comble là, totalement. Là. Puis je dirais même que à cette heure, j'ai un petit peu une genre de phobie de ça, un peu, que je vais voir un film au cinéma. Ben, à cette heure, on peut choisir nos places à l'avance. Là, fait que, tu sais, cette partie-là est comme dégagée. Là, mais, tu sais, avant la COVID, là, avant qu'on puisse vraiment choisir nos places, là, c'était quelque chose là, d'être sûr de pouvoir avoir des places. Puis j'ai comme un peu tout le temps ça là, que j'allais au cinéma, là, ben, qui me passait au travers de la tête. Là, est-ce que je vais pouvoir m'asseoir avec le monde que je suis allé voir au cinéma le film avec, là, en tout cas. Fait que moi, c'est ça que comme ça je suis rentré, là, puis mon impression, ben, j'étais pas trop sûr en tant que tel. Tu sais, j'avais beaucoup aimé le deuxième film. Rétroactivement, j'avais aimé le premier film après ça, puis rentrer dans celui-là, le ton est un peu différent. Tout ça, en tout cas, on va en parler là, en long et en large là, dans la prochaine heure et demie. Là, en tout cas, on va en parler en masse. Puis, tu sais, le fait qu'il y avait beaucoup de films là, qui viraient un peu plus humoristiques au cinéma, des franchises, ou tu sais, même, je parlais tantôt du dernier des héros là, qui était réalisé par John McTiernan, le réalisateur d'aujourd'hui, que dans le fond, je voyais aucun lien. Là. À l'époque, là, je gardais pas ça. Là. Ben, tu sais, c'est ça des affaires que je commençais à détester un peu dans le cinéma. C'est comme un peu une bulle là, temporelle là, dans ma tête, là, peut-être là, 93, 98 à peu près, là, dans tout cet espace-là, où que les franchises devenaient comme des genres de parodies là, d'eux-mêmes. Puis celle-là était pas mal le gros déclencheur, je pense, là, dans ma tête, là, que les franchises étaient rendues, juste on riait, puis tu sais, dans le fond, on était plus capable un peu là, de prendre un peu au sérieux de la franchise, tout ça. Oui, tu sais, dans le fond, dans les James Bond, c'est un peu ça aussi. Des fois, on partait un petit peu sérieux, là, comme avec les films avec Sean Connery, puis avec Roger Moore, ben, on s'était mis un peu à alléger le ton, mais ça, c'est un peu peut-être le facteur nostalgie qu'on peut arriver puis dire que c'est dans le fond, j'ai grandi là, dans l'ère Roger Moore et de Timothy Dalton, où c'était un peu différent, mais c'est ça un petit peu aussi que c'est un peu la nostalgie là, qui va avoir un peu le contrôle là, sur cette idée-là. Mais sur ce fait-là, que je vais peut-être pardonner un petit peu plus au film d'aujourd'hui. Puis, tu sais, pouvoir accepter là, certains côtés ridicules qu'on n'aurait pas vu dans les deux premiers films, puis qu'aujourd'hui, ben, il n'y a pas de problème. Mais je me rappelle d'être sorti du cinéma, puis me dire un peu, là, être pas mal déçu du film en tant que tel. Puis je voyais tout le monde qui disait là, que c'était le meilleur Die Hard, tout ça. Puis, tu sais, je comprenais juste pas, tout simplement. Entre-temps, ben, j'ai fait un peu la paix là, avec ça quand même, là, au courant des années que j'ai racheté là, le coffret là, en Blu-ray. Ça faisait peut-être 3-4 fois que je voyais le film. J'avais revu à super écran peut-être quelques fois. Puis c'est ça, tu sais, en Blu-ray, ben c'est là que j'ai peut-être regardé un peu là, d'un autre angle, puis dans le fond, j'avais fait la paix avec. Ça fait à peu près 10 ans de ça. Fait qu'aujourd'hui, ben je le regarde avec un nouveau regard et un stylo et un pad de notes. Puis dans le fond, là, on va parler là, de d'autres choses que je pense que j'ai jamais vues. Alors, le film ouvre sur des plans de séquence là, dans la ville de New York, puis finalement, ben, il y a une bombe qui explose là, dans un dépanneur ou en tout cas un magasin là, quelconque. Je suppose qu'il n'y a pas de mort dans le magasin. Là. En tout cas, j'essaie de voir là, dans qu'est-ce qu'ils disent au début. Puis c'est comme ça coupe court de nous dire qu'il n'y a pas de blessés, mais ça a juste sauté. Puis tu sais, dans le fond, là, c'est clair là, que la ville commençait à être active. Fait que tu sais, peut-être qu'il n'était pas 9 heures encore ou 8 heures à l'heure d'ouverture, là, mais en tout cas, tout simplement, là, déjà en partant, on a peut-être des morts ou on n'a peut-être pas de morts à quelque part. En tout cas, je veux pas trop penser à ça parce que si, mettons, il y a déjà des morts, ben, on va déjà embarquer là, sur le fait qu'on aurait dû commencer à classer
Simon, on va dire Simon tout de suite, que c'est un meurtrier, puis que, à quelque part, on devrait le classer déjà là, comme encore plus dangereux, là, qu'il a juste fait un attentat sans rien. C'est juste qu'à quelque part, je vais trouver là, que là, on va voir l'inspecteur Cobb là, qu'on va être introduit, puis oui, c'est beau, quand on va voir Simon sur la ligne, on va, il va avoir capté son attention, puis il va être comme impliqué, puis il va il va le prendre comme un dangereux, mais j'ai pas comme l'impression que on parle pas de mort, on n'essaie pas d'alourdir dans le fond qu'est-ce qui s'est passé au début. C'est comme si ça a été filmé à part, puis dans le fond on voulait juste avoir une introduction, mais dans le fond on s'en fout carrément de ça. Je comprends que c'est pas important pour le film, mais juste vu à la situation, ben qu'on aurait dû comme peut-être mettre un petit peu plus d'importance à qu'est-ce qu'il a fait comme acte au début. Là on a l'introduction là, de l'inspecteur Cobb qui dans le fond, il est le supérieur à McClane. Puis on va avoir d'autres personnages là, qu'on va être introduits là, dans le bureau de police. On va avoir le personnage là, de Connie et Ricky, puis aussi là, le personnage là, de Charlie un peu plus loin. Et le personnage aussi là, de Joe. Fait que, tu sais, je trouve déjà en partant, on a comme un peu un autre côté là, de la chose. On nous a introduit des personnages peut-être un peu là, vraiment là, en gang de suite en partant. Avant de nous introduire à McClane, déjà le ton un peu, puis ça c'est des choses que je pense que j'avais remarqué à l'époque, mais je pouvais pas en le mettre en mots, mettons. Aujourd'hui, j'ai comme avec le podcast, j'ai appris un peu là, à m'extérioriser là, sur mes pensées. Quelque chose que je comprends, je voyais un peu là, dans ma tête, mais je n'étais pas capable là, d'identifier là, c'était quoi qui m'énervait. Puis là, ben, c'est ça à quelque part. Je pense déjà en partant nous envoyer là, plein de nouveaux personnages qui, dans le fond, là, on nous a mis ça clair là, dans les dernières franchises. Là, on ouvrait avec John McClane. C'était la situation de John McClane. Puis là, ben, aujourd'hui, ben, on nous embarque avec le poste de police, puis nos personnages. Puis là, il faut comprendre un peu quand le film il se déroule, dans le fond, pendant que le film avance, ben, ces personnages-là, on est supposé de s'investir sur ces personnages-là. Quelque chose que j'ai jamais comme compris puis embarqué. Puis l'inspecteur Cobb, Larry Bregman, qui est l'acteur, honnêtement, j'embarque pas vraiment. Je trouve qu'il y a de l'air un petit peu trop d'un bouffon, la manière qu'on l'a maquillé, puis la manière qu'il parle, il y a de l'air un petit peu là, d'une genre de caricature. J'ai rien contre la personne en tant que telle, mais c'est juste la manière qu'on l'a dépeint, qu'on l'a embarqué là, dans le film. Je trouve que ça change un peu du ton qu'on a eu dans les deux derniers films. C'est sûr que le film va être une suite du premier film. Dans le fond, je suis même pas sûr que John McTiernan a écouté le deuxième film. Il sait que c'est probablement un succès. Mais à quel point qu'il a regardé le deuxième film qui est embarqué comme l'idée là, que dans le fond là, on l'a remplacé pour le deuxième film. Dans le fond, il n'y a absolument aucun lien avec le deuxième film. Dans le fond, avec l'implication là, de Gruber, ben, dans le fond, on a voulu faire une suite directe au premier film. On a comme voulu faire que le deuxième film est isolé. Je sais pas si c'est une bonne affaire, ça. En tout cas, ça peut être à débattre un peu là, d'oublier le deuxième film. C'est généralement qu'est-ce qu'on veut faire tout le temps, là, tout le temps revenir au premier film, là, même une dizaine d'années là, après le film d'aujourd'hui, là, on va voir la trilogie là, de Christopher Nolan là, de Batman, puis même le troisième film va plus se relier au premier film plus que The Dark Knight. Oui, c'est comme les effets du deuxième film, mais Dark Knight Rises va plus être une suite à Batman Begins en fait d'idées puis de scénario pour pouvoir conclure le premier film. Au lieu de être. C'est juste la suite de The Dark Knight, mais c'est tout, il n'y a rien. Puis c'est un peu ça aussi aujourd'hui. Là, on continue là, le personnage qui a été établi là, dans le premier Die Hard. Puis le seul lien que j'ai vu peut-être comme par hasard avec le deuxième film, puis je suis certain que c'est même pas ça en bout de ligne, là, mais c'est juste que si, mettons, on regarde tous les noms des personnages dans la franchise, puis on les met tous en ordre alphabétique, puis normalement, on devrait pas avoir de nom
prénoms qui se répètent. Puis à la toute fin du film, quand John McClane essaie d'appeler Holly, juste avant qu'il embarque dans l'hélicoptère, là, il va parler à une personne qui s'appelle Carmen, qui est le prénom là, de Lorenzo, le chef de police là, du dernier film. Fait que, tu sais, honnêtement, je pense pas qu'il y a un lien entre les deux, à moins que c'est un genre de frais viré, quelque chose de même, là, qui parle à Lorenzo pour pouvoir se faire transférer là, dans l'état là, où ce que Holly allait. Mais c'est tout, à quelque part de ça. Là, je me dis, ça n'a sûrement aucun rapport avec. Là, c'est sûrement une autre personne. C'est juste comme un hasard qu'on a ramené là, le prénom là, de Carmen. Puis c'est le seul lien que je verrai avec Die Hard 2. Puis sinon, c'est ça. On l'a effacé totalement. Puis ça devient quand même un problème quand on a l'introduction là, de John McClane qui est en lendemain de brosse. Puis que dans le fond, là, on peut comprendre là, qu'il est en que sa vie là, est comme un peu en descente parce que dans le fond il a perdu là, sa famille. Puis quand je dis ça devient un problème, c'est que les deux premiers étaient basés là-dessus sur le fait que McClane il essayait de sauver sa femme, puis qu'après ça tu me dis que avec tout cet effort-là, en tout cas, je veux pas que ça soit comme genre, c'est un effort, puis ça n'a pas marché, tout ça, là, mais, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il a mis plein d'efforts pendant 2 films, en fait, de personnages, que, dans le fond, on nous dit que finalement, ça n'a pas marché. C'est comme à quelque part, je trouve que c'est un peu une trahison, là, en face de l'auditoire. Tant qu'à moi, là, en fait, le narratif, ça devait continuer leur couple, ça devait être le couple le plus solide au monde. Dans le fond, il a tout fait pour que ça marche. Puis dans le fond, là, on est en train de nous dire que dans le fond, tous les efforts qu'il a fait dans les 2 premiers films, là, ça vaut 0. Puis là, je veux juste qu'on me comprenne, c'est pas une question réelle. Je comprends que dans la vie, des fois, ça marche pas, là, tout simplement. Mais en fait de narratif de film, ça devait marcher. C'était ça un peu là, que, tout dans le fond là, qu'on nous a dit dans les 2 premiers films, puis que il était content de se retrouver à la fin, puis dans le fond c'était un peu le cheminement là, que Holly elle avait fait dans le premier film. Si on regarde du côté, là, je comprends le côté pourquoi que même Bonnie Bedelia qui faisait le personnage là, de Holly dans les 2 premiers films, pourquoi qu'elle n'est pas revenue en tant que telle. Si on regarde qu'est-ce qu'elle faisait dans le premier film, elle avait peut-être un peu un rôle. Dans le deuxième film, elle était juste assis-toi, puis dans le fond, elle fait juste donner quelques lignes. Elle devait être sur le plateau de tournage peut-être 2 jours, dans le fond. Une journée qu'on a filmé là, les scènes dans l'avion, puis un autre jour où on a filmé là, la finale, là, dans le fond, là, quand on est sur le terrain d'atterrissage là, pour les avions. Puis c'est tout en tant que tel, pourquoi qu'elle reviendrait, dans le fond, là, pour avoir un petit rôle de même. Fait que ça, je peux comprendre pour l'actrice. Puis l'actrice, dans le fond, là, elle n'a pas à se plaindre. Elle est encore actrice aujourd'hui. Puis, dans le fond, là, je dis pas un commentaire le sexiste du tout. C'est quand même assez rare à Hollywood qu'une actrice a une très longue carrière, puis que même en 2022, elle sort encore des films. Elle est peut-être pas à l'avant-plan, mais elle travaille encore à Hollywood. Puis c'est quelque chose, dans le fond, même dans ces temps-là, c'était une tête d'affiche. Elle existait, elle avait une carrière. Fait que, vouloir être dans un petit rôle, c'était peut-être pas à son avantage, mais en même temps, je pense pas que ça l'aurait nécessairement nuit à sa carrière. Mais tout ce que je peux dire à quelque part à partir de là, pourquoi est-ce qu'on l'a pas tout simplement au moins juste dit qu'elle est à la maison ou est partie en voyage, quelque chose de même, pour une raison qu'elle n'a pas rapport dans le film aujourd'hui, mais que dans le fond que les 2 derniers films ont pas l'histoire à McClane n'a pas abouti à rien. Là je comprends que dans le fond c'est un peu pour arriver avec la fin, pourquoi qu'il va réussir à trouver l'indice pour trouver là, Simon à la toute fin. En tout cas, on aurait pu trouver autre chose qu'une une bouteille d'aspirine là, on aurait pu trouver vraiment un autre détail. Là, je vais parler un petit peu aussi là, de comment que j'aime ça m'impliquer fortement au podcast, puis comment que je suis dédié à vous pour vous donner la meilleure expérience. Alors, la première fois que je l'ai écouté là, cette semaine, dans le fond, pour m'embarquer là, dans l'ambiance, pour l'écouter la première fois puis faire mes notes, mes
premières notes sur le film. Ben, la journée avant, j'ai pris une brosse. Tout simplement, ça faisait peut-être une dizaine d'années que j'avais pas pris une brosse. Fait que j'étais un petit peu dans un autre état que je l'écoutais pour la première fois. Fait que ça me donne un peu une perspective différente avec le personnage de McClane aujourd'hui. Bon, en tout cas, peut-être que c'était un party de bureau là, aussi. Là, en tout cas, ça, je vais pas le dire tout fort au podcast. Je vais dire que je me suis vraiment impliqué fortement au podcast. En même temps, ben, je pense que j'ai pogné ma COVID là. Mais en tout cas, ça, c'est encore une autre histoire. Fait que ça, je parle pas trop fort. Mais c'est ça, fait qu'en tout cas, c'est blague à part. Il y a des choses que j'ai pu voir, parce qu'en tant que tel, comme je dis, là, ça fait des années là, que j'ai pas été un petit peu trop loin là, dans l'alcool. Puis, tu sais, je regarde Bruce Willis dans le film. Il y a peut-être des affaires que ça doit être un surhomme quelque part là, pour faire tout ce qu'il fait là, dans la journée là, c'est quand même quelque chose que je suis un gars qui est généralement assez en forme là, qui est quand même capable de passer là, par-dessus là, des états que je suis, mais en tout cas c'est quand même pas pire là, au travers là, de ce qui peut passer là, dans le film, ou finalement ben, il a peut-être juste pris une bière puis dans le fond là, c'est pas si pire que ça là, son affaire là, il veut se faire plaindre. Mais bon, en tout cas, fait que là, on va apprendre que plus tard, dans le fond, il a été retiré là, de la police. Je pense qu'il a comme perdu son badge, tout simplement. Mais c'est ça, tu sais, plus tard, on va y redonner tout ça. Là, mais là, dans le fond, là, il est comme suspendu. Simon demande à ce que McClane se pointe là, avec un panneau là, dans le secteur de Harlem. Bonjour. Bonjour. C'est une belle journée aujourd'hui. Vous vous sentez bien, vous êtes sûr? Je ne veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais un homme blanc qui se balade au milieu de Harlem avec une annonce qui dit « Je hais les nègres » a soit de sérieux problèmes personnels ou alors c'est qu'il a une araignée dans le plafond. Et je vous parle, monsieur. Vous avez à peu près 10 secondes avant que ces gars-là ne vous voient. Et alors, c'est sûr, ils vont vous tuer. Est-ce que vous saisissez? Vous allez passer un affreux moment, vous pouvez me croire. C'est pas peu dire. Ça relève de la police. Pour votre sécurité, je vais vous demander Oui, ça relève de la police. Pour votre sécurité, je vous suggère grandement de vous planquer jusqu'à ce que la police soit là. Putain, mais qu'est-ce que... Fait que c'est à ce moment-là que, comme je disais là, au dernier podcast, que moi, là, tous les personnages là, qui sont là, dans le film Un prince à New York, ben, c'est tous eux autres là, qui sont reconnus pour. C'est là que, dans le fond, on a le braqueur là, du magasin McDowell qui est juste connu pour ça. Là. On a l'introduction là, du personnage là, de Zeus qui est interprété là, par Samuel L. Jackson. Puis en plus, on avait la madame là, qui était dans le subway là, avec Hakim là, dans Un prince à New York là, qui va apercevoir là, McClane avec son panneau puis qu'elle va la garder du croche. Fait que c'est vraiment juste ça en tant que tel. Là. Je pense que Samuel L. Jackson a fait absolument rien à partir de là. Je vous fais un clin d'œil, bien sûr. Mais c'est ça. Fait que l'introduction là, de Zeus, là, on va avoir ses neveux que dans le fond, je sais pas si on est supposé de comme s'attacher à ces personnages-là. Moi, j'ai comme toujours vu ça comme juste l'introduction de Zeus. Puis dans le fond, là, il fait juste comme clairement montrer là, qu'il est probablement raciste ou que dans le fond, il se méfie beaucoup là, des Blancs. Puis le fait de, dans le fond, le point va être fait là, pas mal tout le long du film là, que dans le fond, à chaque fois qu'il est capable là, de trouver là, une idée là, de blanc contre noir, ben il va peser sur le crayon là, tout au long du film. Là, dans le fond, là, ça va pas mal définir là, son personnage. Je pense qu'honnêtement, tous ces arguments-là dans le film là, va faire une dynamique là, beaucoup qui va être vraiment le fun là, avec John McClane. Que dans le fond, là, tous les arguments là, tout le long du film, où est-ce que lui va commencer à regarder ça tout le temps là, du côté raciste, puis l'autre va lui dire, tu sais, t'as aucun rapport là-dedans. Je trouve qu'en même temps, tu sais, de côté culture, à quelque part, là, dans le cinéma, on a eu l'apparition là, de Quentin Tarantino, là, qui dans le fond, là, il va avoir le film Fiction pulpeuse là, que nos deux personnages là, jouent dedans, là, nos deux acteurs plutôt. Tu sais, que dans le fond, que lui va, avec ses scénarios, là, va souvent mettre l'emphase là-dessus. Tu sais, dans le fond, là, ça va devenir beaucoup des emphases un peu là,
dans les films là, à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est comme un peu léger, mais c'est comme je trouve que ça rajoute un ton entre les deux personnages. Puis je trouve que la chimie entre les deux acteurs, entre Bruce Willis et Samuel L. Jackson, c'est vraiment là, comme le noyau du film. Là, ce qu'il fallait que je prenne note de ces deux neveux, ben là, ils vont revenir à la fin du film. Puis honnêtement, là, puisqu'on les a pas suivis tout le long du film, je savais même pas qu'il fallait comme les en prendre note que c'était deux neveux là, qui étaient proches. Ça pouvait être juste deux neveux qui voient une fois par 6 mois, puis là, tout d'un coup, à la toute fin, là, ben là, il était un peu impliqué, là, dans le fond, que c'est l'école où ce que ses neveux sont. Mais en tout cas, on va en parler un peu tantôt de ça. Là, Zeus va aller à la rescousse là, de John McClane, parce que lui, il y a un panneau là, qui dit là, qu'il aime pas les Noirs, tout simplement. Fait que, tu sais, au milieu d'Harlem, c'est peut-être pas le meilleur panneau à avoir. En tout cas, moi, je trouve ça drôle, hein, honnêtement. Là, je veux dire, en tant que tel, on regarde ça, mais on s'entend que dans la vraie vie, il n'aurait même pas duré probablement là, 5 minutes. Là, à quelque part, il laisse au coin de la rue, puis les policiers disent on va revenir dans 15 minutes. Il dit il n'y a pas de problème, mettre mort dans 4 minutes. Mais c'est ça un petit peu, le côté un petit peu ridicule de la chose, ben ça commence un petit peu là. Là, tu sais, je comprends à quelque part que, tu sais, on n'en rit pas là, en tant que tel. Là, tu sais, le gang, il y a un gang de rue là, qui est pas loin, que finalement, ben, tu sais, sont sur le point là, de tuer McClane. Puis, tu sais, dans le fond, là, on n'est pas comme vraiment en train de rire de la situation. C'est une situation qui est un peu tense, mais, tu sais, je sens pas vraiment là, la grosse friction pareil là, en point de vue là, cinéma là, en tant que tel. Là, je vois pas là, que McClane est en danger. Jusqu'à ce qu'il se fasse frapper sur la tête, je me dis, oups, c'était un peu ça vire pas là, du sens que je pensais. En tant que tel, là, il réussit pas à comme réussir à sortir, à se défaire de cette situation-là. Il a vraiment besoin de Zeus. En tout cas, je trouve que toute cette situation-là est bien montée en tant que tel là, pour nous introduire au personnage de Zeus. Pourquoi que lui va continuer, là, en tout cas, ça va être un petit peu, là, on va tirer un peu là, l'histoire là, par les cheveux un petit peu, là, on va peut-être exagérer un peu là, la raison pourquoi il va se joindre à McClane là, tout au long du film. Mais en tout cas, pour leur introduction, là, je trouve que on a vraiment réussi là, l'introduction là, de Zeus. Puis je trouve que tout au long du film, là, je ne pourrais rien dire là, contre leur interaction. Que je trouve que quand il y a vraiment une magie entre les deux personnages, puis c'est ça qui me captive, puis qui m'a toujours captivé. Là. Je peux pas dire que j'ai jamais embarqué là, dans les deux acteurs, dans le fond, dans leur chimie. Je pouvais voir le scénario, le film, dans sa globalité, qu'il y avait des problèmes, mais j'ai jamais eu de problème là, avec les deux personnages. La seule affaire que peut-être que j'ai dit à l'époque, c'est que je n'étais pas habitué à ce qu'il y ait vraiment un duo dans la série Die Hard. Mais je vais regarder ça aujourd'hui, je vais dire, ben justement, ça donne un peu un sens nouveau. C'est un vent de fraîcheur. Fait que, tu sais, de changer ça un petit peu comme dynamique, en regardant ça en 2022, ben je trouve que c'est un côté positif. Je sais pas si par contre il aurait pu faire un genre de clin d'œil, essayer d'embarquer Powell là-dedans. Je sais pas, au pire Zeus c'est peut-être parenté avec, ou juste faire un clin d'œil, peut-être pas avoir Reginald Bell Johnson qui revienne, mais je trouve qu'à quelque part j'arrêtais pour aussi d'avoir un duo avec Bell Johnson ou le lieutenant Powell là. Ça aurait changé un peu la dynamique, puis peut-être que ça aurait peut-être viré un peu comédie un peu trop aussi, mais en tout cas ça aurait été une alternative là, puis en tout cas j'ai rien qui dit là, qu'on aurait pu ramener l'acteur là, lui il était parti dans sa carrière en tant que tel, mais ça reste que c'est un duo là, qui est très solide, qui n'aurait peut-être pas été le même cas là, si ça aurait été Angela Bassett qui aurait pris le rôle là, qui aurait gardé son rôle dans le fond. Si maintenant elle aurait gardé son rôle là, par la suite, puis qu'on l'aurait pas changé là, pour être l'acteur Lawrence Fishburne, qui après
après ça, ben, ça a été M. Jackson. C'est sûr que quelque part, peut-être que ça aurait fini là, dans une genre de romance, tout ça. Ça, honnêtement, je vais apprécier le fait là, qu'on n'a pas de romance aujourd'hui. Là. Dans le fond, là, c'est limité là, au téléphone là, que McClane va faire. Puis les quelques petits commentaires là, qu'il va faire un peu par-ci par-là là, envers Holly. Sinon, ben, on va se concentrer vraiment sur l'histoire du film. Là. Simon dit McClane et le Samaritain doivent se rendre à la station de métro de la 72e rue et Broadway. Je les appellerai dans 15 minutes au téléphone payant à l'extérieur de la station. Pas de police. Le fait de ne pas répondre sera considéré comme étant un refus de se conformer. Est-ce que vous avez bien saisi, John? Fait que là, c'est là où on se ramasse là, les demandes de Simon. Là, on est au commissariat. Puis là, ben, on voit que c'est vraiment comme un côté là, assemblement là, avec pas mal de personnages. Là-dedans, il y a un psychologue aussi qui se rajoute, là, dans le fond, là, qui étudie là, l'appel de Simon. Puis dans le fond, là, que c'est peut-être quelqu'un où ce que McClane a déjà arrêté. Puis là, ben, en tout cas, on n'est pas capable de mettre le doigt dessus. Là, en tout cas, on crée vraiment là, un genre là, d'énigme là, sur le personnage. C'est qui? Puis rendu là, ben Simon, là, c'est ça qui arrive. Là, on trouve un peu là, des choses là, qui vont être rapportées un peu plus tard. Dans le fond, c'est, comme j'ai dit, là, ça fait une dizaine d'années que j'ai pas vu le film. Fait que tous les éléments qu'il dit, j'étais comme là, je pense qu'il est vraiment dans le champ, là, le psychologue. Puis finalement, ben, c'est toutes des affaires que finalement, ils vont toutes nous démontrer pendant le film. Le fait qu'il s'appelle Simon, ben, dans le fond, c'est Simon Gruber. Le fait là, qu'il va parler de Fort Knox, ben, ça va revenir un peu plus tard là, dans le film. Toutes des affaires que j'avais pas tout à fait allumées là, que je l'ai réécouté. Là. C'est comme si j'ai réécouté le film pour la première fois là, il y a quelques jours. Même si je me rappelais pas mal là, du film là, en tant que tel, là, les grosses scènes, là, comment ça se déroulait. Il y a tous des détails quelque part là, que j'avais oublié. Puis juste le côté, là, le psychologue, qu'est-ce qu'il dit au début, là, le profil qui est en train là, de faire là, de Gruber, ben c'est ça. En tout cas, je voyais pas qu'il y avait vraiment un lien. Puis finalement, ben, le film se déroule. Puis je me dis, bon, ben, finalement, là, il a pas mal mis le doigt dessus. Fait que ça démontre peut-être aussi que les policiers sont quand même compétents là-dedans. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a juste trop de personnages. C'est là qu'on va avoir aussi là, l'introduction, là, c'est quoi la bombe? La bombe que dans le fond, là, elle se sépare. Dans le fond, là, c'est ces deux liquides. Là, puis les deux à part, il n'y a pas de problème, mais une fois que tu les mets ensemble, ben, ça fait une bombe. C'est comme un peu, là, je sais pas si c'est la première fois, là, mais on a ça là, dans beaucoup de films d'action. Là, j'ai fait un commentaire audio là, sur le rocher, puis dans le fond, ils ont leur genre de poison, bombe. C'est pas tout le temps des bombes, mais en tout cas, on introduit tout le temps une affaire là, qui est spéciale, spécifique à le film aujourd'hui. Puis là, dans le fond, là, c'est peut-être la première fois que moi, personnellement, j'ai vu ça, mais dans le fond, suite à ça, là, on l'a vu souvent. Là. Mais comme je dis pas que c'est la première fois, c'est juste la première fois que je l'ai remarqué. Là. Fait que Simon, puisque son plan, là, il pensait probablement que peut-être que McClane allait se faire tuer dans les rues de Harlem. Que finalement, ben, Zeus est venu à sa rescousse. Il va lancer là, un énigme aux deux. Là, dans le fond, là, c'est ça un peu là, le personnage. Là, il essaie de lancer des énigmes, tout ça. Tout ça vient pas mal là, du script original là, de Simon Says, que dans le fond, là, il l'envoie. Là, il va envoyer nos deux personnages à aller répondre là, à un téléphone public là, à une distance là, qui est à peu près infaisable, mais que finalement, ils vont arriver juste à temps. Puis ça je dirais là, que pas mal là, cette partie-là, dans le fond, la première énigme, là, c'est pas l'énigme qui est le plus important, c'est que je pense que c'est un peu de solidifier que Zeus va rester avec McClane tout le long du film. C'est que à quelque part où ce que McClane il a pas le choix de dire j'ai besoin de toi plus que toi t'as besoin de moi. En même temps, ben, McClane a juste dire que la bombe qu'ils ont retrouvée au bureau avait été dans Harlem et non dans Chinatown, là, comme que c'était pour qu'il l'avait trouvé. Là. Mais il a essayé là, d'impliquer Zeus dans l'histoire. Puis là, ben, c'est ça, c'est ce que Simon voulait aussi, là, dans le fond, là, pour mettre un petit peu plus là, de pion. Puis tout ça.
Est-ce que c'est là un peu aussi que je vais arriver pareil d'un côté, c'est qu'on force aussi à voir les personnages. J'ai pas de problème avec le duo là, de Samuel L. Jackson puis de McClane. Ça va être vraiment le noyau, comme j'ai dit tantôt. Mais c'est ça, c'est un peu tout alentour. Là, tu sais, dans le fond, c'est ça, tu sais, il va répondre à une énigme au téléphone. Là, dans le fond, il y a un homme puis 7 femmes, je pense, qui s'en vont dans un magasin avec 7 affaires, tout ça. Puis finalement, ben, c'est de savoir combien de personnes là, qui sont rentrées. Finalement, c'est juste l'homme qui s'est ramassé. Là. Fait qu'en tout cas, dans le fond, la réponse était assez simple. Puis c'est souvent ça, dans le fond. Là, c'est toujours ça. À chaque fois qu'on a une énigme dans un film, il faut comprendre que c'est toujours la réponse la super simple en bout de ligne. C'est souvent un. En tant que tel, là, on peut quasiment se dire à chaque film là, à partir de. Ben, tu sais, je veux pas dire à partir de là, parce que je sais pas comme tous les films là, avec des énigmes en face de moi, mais c'est toujours ça, à quelque part, l'énigme est toujours un, là, puis ça fait pas exception aujourd'hui. Puis en même temps, ben, c'est ça aussi, chose que j'ai oublié aussi, qu'on voulait le mettre en phase aussi sur la première ben, je sais pas si c'est la première énigme, là, dans le fond, là, c'est le deuxième scénario, que sont toujours sous observation. Le fait que quand ils sont arrivés au téléphone, ben, il y avait une madame en surpoids, et que dans le fond, là, Bruce Willis ne veut pas y répondre, là. En tout cas, ça se peut que je dise Bruce Willis, des fois ça se peut que je dise McClane, là. En tout cas, c'est ce qui est le plus facile, là. Mais c'est ça, tu sais, on veut tout le temps nous dire qu'ils sont toujours en train là, de l'observer. Mais tu sais, à quelque part, c'est sûr qu'il y a plein de monde dans la rue, puis tu sais, dans le fond, c'est qui est en train là, de les observer. C'est un petit peu plus compliqué, mais en tant que tel, tu sais, on pourrait peut-être un peu mettre l'emphase là, sur le fait qu'ils sont tout le temps sous observation. Fait que il devrait y avoir du monde qui font juste être un peu alentour puis regarder alentour de McClane. C'est sûr que là, dans le fond, il n'y a aucune communication entre McClane et la police. Simon va lui dire que là, il faut qu'il se rende dans le fond de l'autre bord de New York pour répondre au téléphone qui est dans un métro, dans le fond, là, pour 10h10, puis ils ont à peu près une demi-heure pour s'y rendre. Fait que McClane va réussir dans le fond, on est en pleine heure de pointe. En tout cas, à 10h, on est en pleine heure de pointe. Je sais pas c'est quand l'heure de pointe, puis quand pas l'heure de pointe. Là, il est quand même assez tard, techniquement. Là, ça doit être à 8h, l'heure de pointe. Là. Mais en tant que tel, là, je sais qu'il y a beaucoup plus de monde à New York, puis dans le fond, c'est pas mal bouché là, à la longueur de la journée. Mais c'est ça. En tout cas, fait que là, il va passer là, au travers de Central Park. Puis on a vraiment filmé là, dans Central Park. Ils vont avoir volé un taxi, puis dans le fond, pour avoir une grosse séquence d'action, dans le fond, là, pour être sûr là, qu'on est toujours sur le bord de notre chaise. Puis dans le fond, il y a toujours quelque chose qui se passe. Éventuellement, nos deux personnages vont se séparer. Bruce, il va descendre dans le métro. Je sais pas si, mettons, il y a vraiment les bouches des... dans le fond, qu'il y a vraiment la grille sur le trottoir, puis que tu peux sauter sur le métro. Compte tenu de la stabilité mentale de certains gens, ben, je me dis, c'est donc bien simple à quelque part pour juste... des fois, il y en a qui veulent faire certains actes. En tant que tel, là, je trouve que c'est comme assez ridicule à quelque part. Puis même, en tout cas, moi, honnêtement, dans ma tête, là, je peux pas croire que c'est ça. Je comprends que c'est des grilles de métal, mais si, mettons, tout d'un coup, la grille à sa fesse, tu tombes vraiment directement en face d'un métro en tant que tel. En tout cas, je suis pas trop sûr de ça en tant que tel. Fait que lui, il fait juste lever la grille puis il saute sur le train qui est parti, puis il n'y a pas de problème avec ça. Pendant ce temps-là, ben Zeus, lui, il va continuer en taxi là, pour essayer de se rendre au téléphone, dans le fond, à l'arrivée du métro. Puis là, ben, c'est ça, un petit moment d'humour où il y a quelqu'un qui va rentrer dans le taxi, tout ça. Je sais pas si on aurait eu ce moment-là dans le premier Die Hard. Honnêtement, là, je suis vraiment pas certain de ça. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange là, à cette étape-là du film. C'est plus un peu plus loin, là, je vais dire exactement le moment que je sais que le film, là, il a vraiment viré là, d'un bout à l'autre. Après un bout, là, j'ai regardé le film là, des bras croisés là, à mon écoute initiale, là, je parle. Là. Mais en tout cas, fait que je vais... il se ramasse là, Zeus au bout, là, puis finalement, ben, il y a quelqu'un sur le téléphone public, puis finalement, ben, il doit le tasser, puis là, finalement, ben, c'est ça, McClane se ramasse sur le métro, puis il trouve la bombe. Finalement, ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, on se rend compte que la bombe elle va exploser avant qu'il est 10h20 parce que le métro, dans le fond, c'est lui qui va enclencher
en arrivant à ce poste à cette station-là. Tu sais, à quelque part, faut pas se poser la question de comment il a posé là, tu sais, dans le fond, qu'il n'y a absolument aucun autre métro. Là, tu sais, j'imagine qu'il doit y avoir un métro genre aux 10 minutes là, qui passe là, sur cette track-là. Pas genre, tu sais, dans le fond, il y avait quelqu'un qui a installé ça juste avant. Tu sais, il y a quelqu'un qui a dû le voir. Là, tu sais, on est dans l'heure de pointe. En tout cas, faut juste pas penser à ça en tant que tel. Là, qui a placé là, le détonateur là, sur la rail quelque part. Là, la personne a dû se cacher tout ça, là, ça je peux comprendre. Là, mais que dans le fond, là, que c'est invisible parce que c'est vraiment juste sur le bord. Là, en tout cas, il faut pas penser à ça. Fait que finalement, ben, c'est ça. Dans le fond, le train va sauter. Puis là, ben, dans le fond, juste pour un peu alléger tout ça, que même s'ils n'ont pas réussi là, techniquement là, à empêcher là, le train d'exploser, ben il n'y a personne là, qui est blessé vraiment solide, puis que dans le fond, il y a juste comme genre une femme là, qui a perdu ses os. Puis dans le fond, ben, on suppose que le bébé n'est pas perdu. Dans le fond, elle va juste accoucher prématurément. Fait que c'est un peu mon indicateur que Gruber, il a fait à rien d'irréparable en bout de ligne. Là. Il n'a pas tué quelqu'un depuis le début du film. Puis je me dis le côté, est-ce que dans les deux premiers films, est-ce que justement on s'aurait servi de ça pour montrer comment que le personnage de Gruber, dans le fond, là, il est sans pitié. C'est ça, à quelque part, là, c'est qu'on va arriver là, un peu plus tard dans le film, là, c'est que finalement, dans le fond, là, il est pas nécessairement, en guillemets, là, cruel. Là. Il va avoir tué du monde, mais en tout cas, dans le langage des films, ça va être juste pas mal des policiers. Là. Donc, techniquement, il a tué personne. Là. En tout cas, ça, c'est le langage de film. Puis là, tout à pas mal, là, jusqu'à là, c'est pas mal tout le script là, de Simon Says. C'est pas mal là, puis c'est pas mal là où ça vire aussi un film de Die Hard. Là. C'est pas mal là où carrément là, on aurait écrit tout pour, dans le fond, là, que le film là, rembarque puis fasse l'histoire là, de John McClane. Puis là, je vais dire, jusqu'à ce moment-là, dans toutes les écoutes du film, j'ai aucun problème avec tout les 40 premières minutes. C'est là où tout d'un coup, on dirait qu'on vient de mettre un frein au film, là. C'est effroyable. T'as la scène qui dure 6 minutes où ce que McClane est apporté avec l'inspecteur Cobb, où ce qu'ils vont rencontrer le FBI. Puis on a une scène de 6 minutes où ce que les gars sont assis dans une van, puis ils vont discuter, puis ça va prendre genre 5 minutes avant qu'on nous dise finalement qu'est-ce qui se passe. On nous montre des photos, puis on est supposé de dire ok, ben là c'est quoi là, abouti, puis là ben là on voit qu'il y en a un en arrière qui veut pas parler. Je comprends que le côté narratif, on nous dit ben on nous fait attendre tout ça, mais c'est trop long, ça l'aboutit pas. C'est comme là on a vraiment un frein. Depuis le début du film, on a tout le temps de l'énergie qui nous a fait avancer dans l'histoire. Il n'y a pas un moment où c'est emmerdant. Là, cette scène-là, elle vient de casser le film là, totalement. Là, c'est ça, après nous avoir dit, puis on veut étirer en plus la sauce, parce que là, on nous montre le visage là, de Jeremy Irons. Je parle comme lui, là. De Jeremy Irons. Je pense que pour de vrai, là, il bégaye pas, là, mais c'est un trait là, qu'on a voulu mettre au personnage, mais ça sert absolument à rien. Mais tu sais, même si, mettons, là, c'est parce qu'on l'a introduit comme Peter Craig, puis que finalement, il était né à la naissance, il s'appelait Simon Peter Gruber. À quelque part, pourquoi tout étirer ça? Je veux dire, la scène est trop longue, elle est vraiment longue, elle finit pas. Puis là, en plus, juste pour rajouter un petit peu là, comment que c'est un petit peu ridicule, ils vont recevoir un appel, puis ça va être Simon qui va être au bout du fil. Puis là, il va lui dire que dans le fond, il est en train de les voir. Puis ils sont dans une petite ruelle, là, quelque part. Ils sont genre, je sais pas moi, une 60aine de personnes avec la FBI, tout ça. Où ce que dans le fond, ils peuvent regarder un peu partout. Puis dans le fond, ils sont pas capables de se rendre compte qu'il y a juste quelqu'un qui est en haut d'eux autres en train de les regarder avec des jumelles. C'est là un peu que vraiment le film, là, en tout cas, à l'écoute là, de 2022, que je commence à tourner un petit peu là, dans le haut un peu. Là. Le film, il vient de ralentir. Puis là, je suis capable de mettre pourquoi aussi que à partir de là, je
je me rends compte on devient vraiment un autre film. Puis là, de comprendre après ça, en écoutant même le commentaire audio il y a le réalisateur, puis il y a l'écrivain du film, que dans le fond, on est en train de me dire que c'est là qu'on a fait un peu le changement, là, que ça devienne un autre film, que ça devienne Die Hard 3. Ben là, je comprends tout. Là, je suis pas en train de dire que là, tout d'un coup, là, je vais regarder le film puis que je vais chialer. Là. Je trouve juste que le 6 minutes, là, de 40 à 46 minutes, je trouve qu'il est pénible. T'sais, il pourrait être 1 minute et quart, puis on aurait eu l'information, puis on nous niaiserait pas. T'sais, des fois, ça me dérange pas de passer un peu de temps dans un univers, mais là, je me sens qu'on essaie juste de passer de la bobine. On n'est pas en train d'avancer. T'sais, on nous montre des photos de des personnages, puis on rajoute des personnages. Fait qu'on nous dit qu'on a un personnage qui s'appelle Targo, qui est comme un peu la tête là-dedans, puis qu'il y a une autre, il y a une fille avec eux autres là, qui est Katia, que dans le fond, là, c'est la blonde à Simon, voyons. Puis c'est ça, tu sais, à quelque part, on nous rajoute 3 personnages, puis ils vont rester comme un trio tout le long, mais on n'aura pas vraiment d'emphase sur eux autres. En tout cas, je vais reparler de Katia un peu plus tard. Là. Dans le fond, elle, c'est une chanteuse, hein, quelque part. Elle est muette pour le film, en tout cas, on suppose qu'elle est muette. Puis finalement, c'est ça, tu sais, dans le fond, la fille est chanteuse. Je pense, j'ai regardé vite sur Spotify, là, Sam Phillips, c'est une chanteuse là, qui chante encore aujourd'hui. Là, elle a sorti un album, là, genre, il y a quelques mois, là, d'après ce que j'ai pu voir. Là. Puis en même temps, c'est ça, tu sais, là aussi, le personnage de Targo, pourquoi qu'on met toute l'emphase là-dessus? En tant que tel, là, ça aurait dû être juste mettre l'emphase sur Gruber. En tout cas, puis même là, en tout cas, comme j'ai dit, je vais parler là, de Katia là, dans quelques minutes. Alors, messieurs, nous voici rendus au moment où, comme on dit, l'intrigue se corse. J'ai placé 1200 kilos d'explosifs dans l'une des 1446 écoles du Grand New York. Le tout est accompagné d'une minuterie réglée pour que l'explosion se produise exactement à 15 heures. Merci. Votre silence m'indique que j'ai été entendu. Simon dit que si vous tentez d'évacuer les écoles, le détonateur sera déclenché par radio et messieurs, j'aurai quelqu'un pour surveiller. À moins que quoi? À moins que John McClane et son nouvel ami n'exécutent les tâches que je leur ai préparées. John, vous m'entendez? Oui. Le téléphone payant derrière Hope au Tompkins Square Park. Dans 20 minutes. Allez-y à pied, rien de presse. Fait que là, Simon, c'est ça. Ce qu'il essaie de faire, c'est dans le fond, là, d'éparpiller nos personnages. Dans le fond, il envoie toute la police en train de chercher une bombe dans une école, puis il ne nous nommera pas c'est où. Pendant ce temps-là, McClane et Zeus, eux autres, ils sont là en train là, de pouvoir essayer de trouver là, c'est où là, la fameuse école. Mais tu sais, dans le fond, il les envoie, puis là, il va lui donner là, des indices là, de savoir c'est quelle école. Qui, finalement, il va donner absolument rien. Là. Mais là, c'est ça, dans le fond, là, tout, pendant que les autres ils partent, c'est là qu'on a l'introduction là, proprement là, de Simon, là, qui est interprété là, par Jeremy Irons. Jeremy Irons, je l'avais probablement vu là, sur des posters là, à l'époque. Là, en tant que tel, là, je pense que je connaissais le visage, là, mais c'est à peu près ça. Mais dans le fond, là, c'est un acteur là, de calibre là, en tant que tel. Là, là dans le fond, c'est ça, on apprend là, que c'est le frère à Gruber. Est-ce qu'on aurait pu faire aussi ramener Alan Rickman, puis dans le fond, que ça soit le frère jumeau de l'autre? On aurait pu faire ça. Mais là, tu sais, de rajouter là, que ça soit le frère de l'autre. Je pense même pas que c'est nécessaire au film aujourd'hui. On veut faire un lien avec le premier film, mais honnêtement, là, je trouve que ça l'apporte à rien. C'est juste pour avoir un lien avec le premier film, mais peut-être qu'on pense que c'est un côté vengeance. Mais aussitôt qu'on pense ça, on comprend tout de suite que c'est pas ça en bout de ligne. Lui, il veut juste ramasser de l'argent. On a une scène de 12 minutes. Dans le fond, je parle du 40 à 46 que le film arrête. Puis là, à partir de 46 jusqu'à 58 minutes pour peut-être pour vivre le restant du film, là, en tout cas, à 58 minutes, c'est là où l'histoire va continuer. Là, tout d'un coup, on voit tout c'est quoi le plan de Simon Gruber, que dans le fond, là, il va aller voler là, de la banque là, dans la réserve, l'or de la banque de réserve là, à New York. Ça a l'air
l'air qu'il y a plus d'or là qu'à Fort Knox, là, fait que là, tu sais, dans le fond, là, Goldfinger, là, dans le fond, tout ce que j'ai appris là, sur le film de Goldfinger, là, ben, en tout cas, ça vient de tomber aux poubelles. Mais ça a l'air que c'est véritable. Là. En tout cas, je sais pas, là, j'ai pas vu aucune des deux places. Mais ça a l'air qu'on a laissé là, l'écrivain du film là, rentrer, là, ou le réalisateur, je pense qu'il a réussi, là, ils disent dans le commentaire, qu'il a réussi à rentrer, là, voir qu'est-ce que ça avait de l'air à cet endroit-là. Tandis qu'à Fort Knox, on peut pas rentrer. Fait que, en tout cas, je me dis, là, c'est quoi, quelque part, en tout cas, c'est pas géré pareil, là, je comprends. Mais c'est ça, que ça reste qu'on nous laisse, il laisse quand même rentrer du monde qui vont faire un film sur l'endroit pour voir qu'est-ce que ça a l'air. En tout cas, je trouve ça quand même assez curieux là, comme idée. Honnêtement, encore un peu comme la scène là, de tous nos personnages là, qui sont dans la minivan. On aurait pu vraiment couper ça. Là. Le point est passé que oui, il défonce à la banque, tout ça. Facilement, là, il aurait pu mettre ça à peu près en 4 minutes. Au lieu d'étirer ça sur 12 minutes, on veut nous faire l'introduction là, de Katia au travers de ça, qu'elle, dans le fond, là, dans le fond, là, elle, son trip, là, c'est de tuer, puis dans le fond, elle est cruelle, tout ça. Je pense qu'on aurait peut-être même pu embarquer ça là, dans un montage de 4 minutes, que tu sais, dans le fond, qui défonce les sous-sols de la banque, tout ça, qu'il réussit à rentrer, tout ça. En tout cas, puis même, c'est pas nécessaire à quelque part. Puis même à cause de ça, je me dis, ça devrait être elle qui ramasse Gruber à quelque part, puis ça devrait être elle la tête. En tout cas, moi, je trouve que j'ai plus d'impression sur elle rendue là que de Simon rendu là. J'ai pas. Targo, je m'en fous carrément. Là. On nous l'a introduit, on a essayé de mettre l'emphase dessus. J'en ai rien à foutre. Puis, à quelque part, en voyant l'introduction de Katia, ben, je trouve qu'en tant que tel, là, je trouve qu'on a plus un personnage menaçant que Gruber, que dans le fond, on essaie de faire un lien avec le premier film. Puis, tu sais, je veux qu'on comprenne que, tu sais, j'aime bien Jeremy Irons, mais le film nous apporte avec Katia, qu'à quelque part, je trouve que c'est elle qui ressort quasiment là, de toute cette 12 minutes-là. Tu sais, puis qu'on a fait tout ça quasiment pour montrer son introduction, ben, elle aurait dû être beaucoup plus importante là, que finalement finir là, comme une pilote d'hélicoptère que finalement qui va crasher en même temps que Gruber à la toute fin. Tu sais, là-dedans, là, on a un montage. Dans le fond, on a l'orchestrateur là, Michael Kamen là, qui revient encore à la musique là, pour la 3e fois. Je sais pas si ça va être lui là, la semaine prochaine là, quand on va parler là, de Vie libre ou crève. Là. Je pense pas, là, mais en tout cas, on va en parler la semaine prochaine. On va regarder un peu la même thématique là, qu'on a faite là, pour les 2 derniers films. On va comme reprendre une vieille chanson, puis on va comme la remodeler là, pour le film d'aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, là, ça va être pas mal Johnny Comes Marching Home, que dans le fond, là, on va avoir réorchestré, puis on va avoir embarqué là, dans la trame sonore, un peu comme les 2 dernières trames sonores. Là, honnêtement, je pense que elle va vraiment être imposante, là, cette chanson-là, là, dans le film aujourd'hui, puis elle va revenir là, jusqu'à la fin du film, là, pas mal tout le temps. Je trouve qu'elle est plus imposante là, que Ode to Joy là, dans le premier film. Là. Je trouve que le film devient comme ça, comme trame sonore, là, à partir de là. C'est comme ça qu'on entend là, tout le restant du film. Là. Puis pour le restant, ben, c'est ça. Dans le fond, là, c'est du Michael Kamen. Là. Je peux pas dire quelque chose de plus ou de moins là, que les 2 dernières semaines. Là. À part là, de la chanson là, de When Johnny Comes Marching Home, que j'ai pas de problème en tant que tel. Là. Pour tout ce montage-là, j'ai pas de problème. C'est juste que, tu sais, il est éternel, le maudit montage. Tu sais, dans le fond, là, on a Simon Gruber là, qui se fait passer là, pour un contremaître. Puis là, tu sais, dans le fond, ils vont tuer là, le personnage de Ricky, là, que dans le fond, là, il y a la badge 6991, là, que en bout de ligne, tu sais, comme j'ai dit, j'avais oublié carrément le film, que en bout de ligne, là, j'étais là comme au début du film, là, quand ils vont chercher John McClane, puis qu'ils font une mention là, sur le badge, mais je me suis dit, t'sais, on dit pas un numéro de badge pour rien, là, puis évidemment, ben, c'est ça. Là, je me suis dit, j'ai allumé à peu près à partir de là, c'était quoi le lien, là, mais honnêtement, là, le film, là, comme j'ai dit tantôt, là, c'est comme quasiment là, si je la voyais pour la première fois, à part certains moments clés là, qui s'en viennent là, à plein fouet. Fait que là, nos personnages, là, notre duo, se ramassent à une fontaine, là, ils disent là, c'est au Square Park, là, je sais pas si c'est le Madison Square Garden, pas loin, là, en tout cas.
Ils vont se ramasser là, puis je me dis un peu une question là, d'augmenter un peu là, tout le temps. Là, on part à petit, là, genre le téléphone public avec un énigme au téléphone. Après ça, c'est la poursuite là, dans le métro. Puis là, tout d'un coup, on revient à une petite énigme avec 2 cruches d'eau qu'il faut qu'ils mettent 3. Il faut qu'ils mettent 4. Il faut qu'ils mettent 4 gallons sur la balance, dans le fond, pour empêcher la bombe de sauter. Fait que, tu sais, à quelque part, tu sais, puis il dit que, genre, il peut pas avoir un once à côté, tout ça, là, puis, tu sais, on sait très bien, à quelque part, que, tu sais, c'est à peu près impossible. C'est là, à quelque part, que, tu sais, dans le fond, c'est juste un petit peu n'importe quoi, cette scène-là. C'est juste un peu pour avoir nos personnages. C'est juste que ça fait quelque chose comme 20 minutes qu'on n'a pas ces personnages-là à l'écran. Puis c'est comme je me sens revenir de loin quand on les voit revenir. Oui, on les a vus courir dans la rue à peu près là, 30 secondes à quelque part, mais c'est tout. C'est comme à quelque part, là, je me sens revenir de loin. C'est pas que j'aimais pas, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé avec Jeremy Irons. Oui, la scène est trop longue, mais maintenant qu'on serait continué dans cette veine-là, puis on arrêtait à la fin du film, je pense que c'est comme ça j'étais prêt. Là. J'étais prêt à la fin du film, mais là, tout d'un coup, c'est comme si on recommence le film. Là, on dirait que l'engrenage était un petit peu difficile à recommencer. Surtout que là, tout d'un coup, là, on recommence vraiment juste avec 2 cruches d'eau. C'est comme on revient un peu au début, puis à quelque part, là, le film, là, il paraît long. Là. Mais en même temps, ben, ça sera pas trop long. Là, ils vont se rendre compte assez rapidement là, que il va croiser là, deux jeunes là, qui vont faire un vol dans un dépanneur. Moi, je pensais que c'était les neveux à Zeus, là, mais en tout cas, ça ne l'est pas en tant que tel. Là, c'est pas eux autres. Puis finalement, ben, ils vont se rendre compte que sur Wall Street, ben, il n'y a pas d'école, puis il n'y a pas de. Il y a absolument rien, dans le fond, il n'y a pas de police. Fait que toute la police est ailleurs. Fait que l'histoire va continuer assez rapidement, sauf que on dirait que tout là, le 25 minutes là, qui est entre et 40 et 1h05, c'est long un peu. Là. Écoute ça, l'enfoiré, je commence à en avoir plein mon cul de déchiffrer tes devinettes. En plus de ça, j'ai une putain de gueule de bois. Où elle est ta foutue bombe? Du calme, John. Le chemin De la vérité a bien des méandres. Vous trouverez une enveloppe sous le rebord de la fontaine. Quand vous entreprendrez le périple qu'elle suggère, alors posez-vous cette question. Qu'est-ce que 42 moins 21? Ils vont finir en plus l'affaire des cruches, là, ils vont réussir à mettre les 4 gallons, tout ça, là, que c'est impossible qu'ils aient mis ça là, pile parfait. Il y en a il est supposé embarquer de l'eau dans le bouchon, tout ça, puis dans le fond, il ne faut pas en mettre il faut que ce soit absolument égal, bien balancé. C'est absolument impossible. Mais ça, en tout cas, on va laisser ça aller. Là, il va arriver puis il va dire que là, une fois qu'il va s'avoir rendu là, au stade des Yankees, qu'il faut se demander c'est qui là, 21 de 42. Puis que dans le fond, Zeus va arriver puis il va déduire que une fois McLean va arriver, il va dire Hillary Clinton, ben Zeus va arriver, il va dire elle, ça va être la 43e. Fait que dans le fond, là, il allume que c'est les présidents. Puis là, ben, je me dis à quelque part, OK, il sait à quelle école que ses neveux vont, OK, qui est l'école là, Chester et Arthur, qui est le 21e président. Tu sais, je me dis à quelque part, je comprends qu'il n'y a pas à savoir nécessairement c'est qui le président Chester et Arthur, c'est lequel. T'sais, il ne saura pas par cœur, peut-être. Mais sauf qu'à quelque part, il va savoir que c'est un président. Quelque part, ça va peut-être lui sonner une cloche. Ça serait quoi de comme arriver? Je sais pas si c'est Chester et Arthur que mes neveux vont à l'école, que c'est nommé après un président. Peut-être que il aurait pu juste penser ça assez rapide. C'est là que des fois aussi, là, c'est des choses que je me suis rendu compte là, dans mon visionnement là, de 2022, que je me dis pourquoi est-ce qu'on nous fait perdre notre temps dans des choses de même que quand dans le fond nos personnages devraient être assez bright pour allumer ça. Puis là, ben, c'est là où mon intérêt là, commence à vraiment là, descendre. J'ai à rien contre la chimie entre les deux personnages, mais c'est juste qu'après ça, quand on a la révélation que c'est l'école Chester et Arthur, dans le fond, c'est juste pour impliquer Zeus avec ses neveux, que dans le fond, j'en ai rien à foutre, pour
pour impliquer tous les commissariats de police, les personnages là, de Charlie, puis de Cobb, tout ça, que dans le fond, il va essayer de sauver les enfants, tout ça. Je suis pas sans cœur, je veux dire, je veux pas que des enfants meurent, tout ça, je veux pas qu'il y ait une école qui explose. Mais honnêtement, les personnages qu'on nous présente, j'en ai rien à foutre. Puis, tu sais, on met l'emphase là-dessus. Puis en même temps, ben là, c'est ça, quand je regarde de l'autre côté qu'on aurait pu régler le problème un peu plus tôt, puis savoir c'était quelle l'école qui était ciblée avec les bombes. Puis en même temps, ben, les bombes, le fait qu'il faut qu'ils découvrent que c'est Chester et Arthur, ça le donne absolument rien parce qu'ils l'ont trouvé la bombe avant qu'ils découvrent c'est qui le 21e président. Fait que, tu sais, c'est tout un peu, là, on dirait que quand on s'est mis à réécrire là, le film là, pour Die Hard, c'est comme on a écrit n'importe quoi juste pour dire bon ben c'est beau, ça va devenir un Die Hard, puis là tu sais dans le fond ça va faire de l'argent, mais tu sais ça colle pas. Fait que là il va se ramasser sur Wall Street, puis dans le fond ils vont se séparer. Zeus va aller voir des policiers, puis il va ben c'est pas les policiers là, dans le fond là, c'est l'équipe à Gruber qui est là, puis tu sais dans le fond on va dire tuer McClane, puis finalement ben on va dire que Zeus on va l'épargner. Pourquoi? Tu sais je veux dire il y a comme aucune raison pour qu'on épargne Zeus. À quelque part, c'est ça. C'est un petit peu n'importe quoi. Peut-être qu'aussi, là, on se dit, bon, ben, on va il faire peur avec l'école de Chester et Arthur, que, tu sais, dans le fond, on va faire sauter ses neveux. On va le faire payer d'avoir niaisé là, dans le système, mais on va apprendre que c'est même pas une vraie bombe. Tu sais, à quelque part, il n'y a aucune raison pourquoi qu'ils vont laisser Zeus vivre. Puis, je dirais, tu sais, c'est quelque chose de peut-être un peu controversé. Je pense qu'on aurait peut-être dû tuer Zeus à cet endroit-là, justement pour peut-être monter le cran du film à quelque part. On aurait monté quelque chose. On avait une bonne dynamique avec les deux personnages. Peut-être qu'on aurait dit ben, que là, le film est encore plus mort pour la deuxième partie. Mais honnêtement, je pense que ça aurait rajouté un peu de profondeur au film. Ça aurait rajouté une motivation là, pour McClane pour le restant du film. Là, tu sais, j'aime encore la dynamique entre les deux personnages, sauf que ça tourne en rond. Là, McClane, lui, il rentre à la banque, puis dans le fond, il se rend compte là, que finalement, c'est tous des imposteurs, là, c'est pas la vraie sécurité là, de l'endroit. Il prend l'ascenseur, il se rend compte que c'est le badge à Ricky, puis là, ben, que Ricky, là, dans le fond, l'autre officier, là, il est mort, tout ça. Ben, on peut comprendre que c'était un collègue à McClane, puis que dans le fond, là, c'est une fois qu'il trouve son cadavre, tout ça. Puis on n'arrête pas de mentionner Ricky. As-tu trouvé Ricky? Ricky, il répond pas au téléphone, tout ça. As-tu trouvé le cadavre à Ricky dans le sol, là, tout ça? En tout cas, je suis certain que c'est Ricky qui s'appelle. Et en tant que tel, on l'a vu un peu partout aussi. Là, c'est pas comme si, mettons, là, il était toujours en arrière. Là, c'était un des personnages là, qu'on voyait depuis le début. Mais peut-être que ça aurait dû être l'inspecteur Cobb ou quelque chose de même. Il y a trop de personnages. Il y a vraiment trop de personnages. Il aurait fallu que ça soit tout redescendu là, à beaucoup moins. Puis que ça soit un personnage là, qui veut dire comme ils sont tous. Puis il reste juste McClane puis Zeus au pire à la toute fin. Fait que là, ils vont se rendre compte qu'ils ont tous vidé là, la réserve d'or, puis que là, ils sont partis en troc. Là, dans le commentaire audio, ça a l'air que de l'or, c'est vraiment lourd, puis que dans le fond, là, en 14 trocs, il n'y en aurait pas assez. Là, il faudrait une centaine de trocs. C'est une petite passe là, qu'ils ont laissé aller. Là, du coup, c'est correct à quelque part. Là, je suis même le savoir, tout ça. Ça me change absolument rien en tant que tel. On voit pas vraiment les 14 trocs. Là. Je pense que chaque fois qu'on voit des trocs, ils sont genre 4. Puis en tout cas, c'est pas grave en tant que tel. Là. J'aurais, comme je dis tantôt, le 12 minutes là, où on voit les petits tracteurs là, en train de ramasser de l'or, tout ça. Peut-être que j'avais pas besoin de voir ça là, en tant que tel, ça aurait dû être coupé dans le montage. Mais c'est ça, en tout cas. Fait que là, l'équipe à Gruber se sauve de l'endroit, puis là, ben, ce qu'on va comprendre, c'est qu'ils vont prendre un tunnel, dans le fond, qui est en construction pour un aqueduc. Puis c'est un peu mélangeant parce que c'est ça, tu sais, dans le fond, McClane et Zeus vont réussir à rattraper un truck, puis finalement, ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, il n'y a aucun rapport avec le restant là, des autres. Moi, à chaque fois, je pense tout le temps que c'est un truck qui essaie de rattraper, puis c'est ça, dans le fond, il n'y a aucun lien. C'est comme un hasard qui tombe là-dessus.
que finalement, que l'équipe à Gruber, là, ils ont passé au travers d'un tunnel. Des fois, quand c'est le hasard qui fait les choses, puis il y a beaucoup de hasard là, qui commence à embarquer là, dans le film. Puis, à quelque part, ça peut aller une fois de temps en temps, mais à quelque part, c'est comme s'il savait pas quoi faire. Puis là, même le chauffeur, c'est lui que, comme par hasard, il va arriver puis il va dire c'est qui là, le 21e président là, des États-Unis. Ça en fait beaucoup de hasard. Là, fait qu'en tout cas, là-dedans, là, j'aime quand même la scène où qui arrive, puis qu'il se sauve avec une petite voiture de la banque, puis dans le fond, Zeus, il s'est gardé un lingot d'or, puis que finalement, aussitôt qu'on le voit mettre le lingot en arrière, on se dit, c'est clair qu'il va l'oublier là, ou quelque chose de même. Finalement, c'est ça, ils doivent prendre une autre voiture parce qu'il faut qu'il y ait un cellulaire, puis que finalement, en même temps, ils vont avec un cellulaire, la communication va arrêter quand ils vont tomber dans un tunnel. En 88, il y avait un cellulaire, là, le personnage de Argyle, le chauffeur de limousine. Il était dans le sous-sol, puis son téléphone marchait, mais en tout cas, la technologie à l'envers, c'est ce que je disais dans le fond quand je parlais de piège de cristal, c'est que dans le fond, la technologie marchait très bien en 88, puis là, c'est ça, on se rapproche plus là, des temps modernes, puis dans le fond, on a des produits inférieurs plus tard. Mais c'est ça. En tout cas, fait que ils vont emprunter là, en tout cas, emprunter. C'est sûr que dans le fond, il va falloir qu'ils donnent une autre voiture là, à une personne là, qui a un cellulaire, tout ça. Puis finalement, lui, dans le fond, il va se ramasser là, à ramasser le lingot d'or. Là. En tout cas, je trouve que c'était juste une belle petite touche pareil, là, un petit côté d'humour, là, mais c'est ça. C'était juste une bonne réplique rendue là. Fait que McClane se ramasse dans le tunnel, dans le truck. Zeus, lui, dans le fond, il va contourner ça, puis comme à la sortie du tunnel aussi, lui, il va passer par en haut, puis McClane passe par les souterrains. Puis en même temps, je pense que ça démontre qu'on n'a pas nécessairement tout le temps besoin de Zeus. Puis tu sais, dans le fond, si on l'aurait tué, finalement, ça n'aurait pas changé grand-chose. Fait que là, tu sais, dans le fond, McClane va réussir là, à prendre un truck là, plein d'or, puis que dans le fond, il va essayer là, de suivre toutes les autres, mais finalement, il y a un panneau là, sur le sol là, qui a été lâché, fait que il peut pas les poursuivre. Puis, dans le fond, Gruber, qui va se rendre compte là, que McClane est à leur poursuite, il va essayer de faire sauter, dans le fond, un mur là, qui retenait l'eau de rentrée là, dans le tunnel, puis que ça a l'air que ça se fait pas en tant que tel. Là, je veux dire, dans le fond, le truck là, va se mettre à faire du surf. Puis, en tout cas, là je veux juste comprendre exactement qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment là, qui m'a comme un peu répugné au film total. C'est pas le truck qui vient faire du surf. C'est pas ça du tout. C'est pas le fait que, dans le fond, on a peut-être trouvé assez de pression pour faire expulser Bruce Willis du tunnel. C'est pas aussi que non-sens que c'est là. C'est pas ça en tant que tel, c'est juste que quand il est expulsé carrément, il doit sauter à peu près là, genre 40 pieds dans les airs, puis que dans le fond, il n'y a pas de problème. C'est vraiment ça qu'à quelque part, ça m'a juste comme frappé au visage. Je me suis dit, là, tu sais, on s'en va sur le côté ridicule du film. Mais tu sais, je prends pas en compte là, le truck là, qui, dans le fond, là, qui fait du surf. Là, en tout cas, celle-là, je l'ai pas vraiment remarqué. Honnêtement, là, pour dire que le truck qui fait du surf, c'est plus dans le commentaire audio que là, il parle de ça justement, que le truck fait du surf. Moi, je vois pas le truck vraiment virer de côté. Là, après avoir écouté le commentaire, j'ai remarqué que le truck était un peu de côté, mais en tant que tel, là, je l'avais pas vu partir là, un peu croche. Mais c'est ça, en tout cas, je trouve ça ridicule d'un côté là, qu'il soit expulsé. Puis en bout de ligne, il tombe, puis en bout de ligne, il y a rien. À quelque part, dans les autres Die Hard, si maintenant il aurait fait ça, il aurait probablement été blessé grave là, cette fois-là. Il s'aurait foulé une cheville ou il s'aurait cassé un pied ou quelque chose de même. On aurait eu une suite à ça. Là, dans le fond, il fait juste retomber au sol, puis il n'y a pas de problème. Zeus arrive, puis dans le fond, ils partent là, dans une fusillade là, en auto. À cause que là, dans le fond, c'est ça. Zeus, lui, à quelque part, il s'est ramassé au stade de Yankee, puis dans le fond, il y avait une équipe là pour les
descendre les deux, c'est comme je sais pas, mais c'est pas ça que le film se rendait. Que dans le fond, Simon Gruber il arrive puis qu'il a placé deux personnes pour qu'aussitôt que McClane et Zeus se ramassent sur place, il va les descendre. Je sais pas, c'est pas ça que la motivation de Gruber, là, c'est un petit peu. Ça marche pas. Après la fusillade, c'est ça, tu sais, le pick-up qui poursuivait, je pense que c'est une BMW qu'eux autres avaient, là, ou une Mercedes, là, en tout cas, une des deux, là, que ils vont prendre le pick-up de ceux-là qui poursuivaient, là, puis finalement, ils vont se rendre compte là, que Gruber est rendu à bord là, d'un gros bateau, là, un gros navire. Puis là, ils vont utiliser là, le câble en face du pick-up pour pouvoir descendre sur le bateau. Honnêtement, je pense que le bateau va pas mal plus vite là, que ça en tant que tel. Là. Je pense que ça sera pas long là, que finalement, il manquerait de câble. C'est un petit peu ridicule encore une fois. Là. Puis c'est un peu la même affaire là, que tantôt où ce que Bruce Willis est expulsé là, du tunnel, à quelque part, ils vont se tomber de super haut. Puis là, tu sais, il n'y a même pas d'eau pour les amortir à rien. Ils vont tomber sur un conteneur. Puis, tu sais, à quelque part, là, je trouve que les personnages sont rendus vraiment là, des personnages animés à quelque part. Ils tombent, puis whoop, ils vont tomber aplatis. Puis finalement, tu sais, ils vont juste se relever, puis ils vont ils vont souffler, puis ils vont juste en gonfler. Là. C'est ça que j'ai un peu comme impression rendu là. Je veux pas dire que ça me répugne, mais à quelque part, j'ai de la misère à embarquer quand, après un bout, t'es en train de me dire que nos personnages peuvent faire n'importe quoi puis ils sont rendus indestructibles. Puis je pense que c'est une trahison sur Die Hard. Parce que Die Hard, c'est qu'on a montré que c'était un personnage, le personnage de McClane, c'était un personnage comme vous et moi, que en bout de ligne, il était placé dans une situation puis que réussissait à surmonter toute cette situation-là. Puis que, tu sais, dans le fond, qu'il n'y avait pas besoin de super pouvoir. Puis là, tu es en train de me dire que McClane a un super pouvoir. Il est super, super bon dans qu'est-ce qu'il fait. Tu sais, c'est rendu, là, comme je disais là, au dernier podcast. Mais tu sais, il y avait juste quelques petits moments au dernier film. Mais là, tu sais, c'est comme ça n'arrête pas là, d'arriver. Là. La Mercedes a viré en rond, a fait des 360. Puis il est en train de tirer. Puis, tu sais, vraiment parfait, là. Partout sur le pick-up, puis le pick-up là, il se plante dans le fossé. Tu sais, là il saute d'un pont sur le navire, puis dans le fond, il n'y a pas un os de cassé. Là, il va se faire ramasser par Torga un peu plus loin, puis il n'y a pas de problème. Faut remarquer par contre que McClane devient de plus en plus ensanglanté, mais il n'est pas plus blessé. Fait que là, ils se ramassent sur le navire, là, le câble du pick-up, là, il a ramassé un des gardes, puis dans le fond, ça l'a sectionné en deux. Bon, ça c'est correct à quelque part, là. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Ils vont ramasser, dans le fond, McClane, il ramasse genre les bras, puis Zeus, il ramasse les jambes, là, en tout cas, un ou l'autre, là. Je suis pas sûr de quel morceau qu'ils ont ramassé. C'est quand même juste un petit moment d'humour correct. Je n'ai pas de problème avec ça du tout. Mais c'est ça, tu sais, à quelque part, ils vont se séparer encore en dedans, où est-ce que Zeus va se ramasser au poste de commande sur le navire, puis finalement, il va bien enlever le cran de sûreté. Quand McClane il a expliqué comment ça marchait là, juste avant, là, en tout cas, je sais pas exactement là, à quelle partie, s'il y avait quelque chose là, qu'on n'a pas compris, là, mais tu sais, dans le fond, McClane il a comme dit que dans le fond, là, tu fais juste tirer sur le piton, puis c'est aussi simple que ça. Finalement, c'est ça, tu sais, il va arriver pour tirer sur M. Gruber, puis finalement, la mitraillette elle partira pas. Fait que, tu sais, en bout de ligne, là, Zeus va se faire attacher là, avec McClane un peu plus loin. Puis là, c'est ça, de l'autre côté, McClane, c'est ça, il va se promener là, dans le navire, puis après ça, il va se pointer face à face là, avec Targo. Que Targo va pas mourir quelque part en bout de ligne, là, il va l'amocher, mais McClane va pas en arriver à bout. Je trouve ça un petit peu
au moins, tu sais, parce que là, on n'aura pas de face-à-face avec Grover à la toute fin. Tu sais, dans le fond, ça va être McClane versus un hélicoptère à la toute fin. Je sais pas, tu sais, à quelque part, au moins, tu sais, là, on nous a monté le personnage de Targo, ben, à quelque part, faites quelque chose avec, au moins, tu sais, que ça devienne le combat à main nue final, ben, tu sais, laissez ça comme ça, au moins, mais, tu sais, montrez pas qu'il est encore vivant à la toute fin, là, puis que finalement, ben, ça soit Katia qui va le tuer. Si ça aurait été juste au pire que justement, le personnage là, de Gruber qui tue Katia rendu là, ou l'inverse, tu sais, moi, je pense c'est ça qu'on aurait dû faire, un peu éliminer nos personnages comme ça, au moins d'un tel sens. Mais en tout cas, c'est le film, il est ce qu'il est. Puis là, pendant tout ce temps-là, ben, on a toute la scène de l'école. Là, du coup, on est supposé là, d'être sur le bord de notre siège, là, se demander est-ce que l'école va exploser ou pas. Puis là, ben, on est supposé voir que nos personnages sont tous bien héroïques. Puis qu'honnêtement, il y a trop de personnages. En tout cas, c'est tout ce que je dis depuis le début du podcast. Que finalement, ben, la bombe, elle n'est pas dans l'école, elle est à bord du navire. Puis qu'en bout de ligne, ben, c'est juste du sirop quelque part là. Dans le fond, le but à Gruber, c'est pas mal dans Goldfinger. J'ai parlé de Goldfinger tantôt. Je sais pas si c'était vraiment quelque chose qu'ils ont fait là, par exprès. Goldfinger, je me rappelle, c'est-tu dans le livre ou dans le film, quelque part, son but, c'est de faire comme éradier là, l'or, quelque part. Là, il va mettre une bombe nucléaire là, dans le Fort Knox, c'est dans le film. Puis que dans le fond, l'or va devenir rare, fait que l'or qu'il y a ben, va monter en valeur. Un peu la même idée là, qu'on a aujourd'hui, où ce que dans le fond, l'or qui va avoir sur le navire, il va vouloir la faire couler dans le fond du fleuve, puis que dans le fond l'or va devenir rare là, dans le fond elle va être explosée là, avec la bombe, puis en bout de ligne ben, c'est ça, Gruber va les avoir trahis là-dessus, puis évidemment il va se sauver avec l'or, mais l'idée de base est là un peu que je trouve que c'est très similaire à Goldfinger. Fait que là, nos deux personnages là, se ramassent attachés ensemble. C'est là que tout d'un coup, on ramène un peu l'histoire là, de qu'est-ce qui se passe avec McClane. On est rendu genre à 1h50 du film. Que là, on a un peu là, de rappel un peu là, au début du film où que John McClane, il est dans sa vie. Je pense que c'est un petit peu trop tard dans le film. Là, j'ai comme l'impression que c'est un peu rajouté au film. Que là, il commence à. Je comprends qu'il n'y avait pas le temps pour en parler. Là, ben, je comprends. Ça s'écrit à quelque part pendant qu'ils sont en train de faire en train de courir un peu partout. Dans le 12 minutes, là, entre 46 minutes et 58, où ce que, dans le fond, nos deux personnages parlaient, ben, McClane, il expliquait qu'il avait tué là, le frère à Simon Gruber. À quelque part, élaboré là, dans ces genres de scènes-là, ça aurait pu être écrit. Là, on est rendu 1 heure plus tard, puis là, on commence à parler de qu'est-ce qui se passe avec Oli, qu'à quelque part, ben, ils se sont laissés, puis il n'a jamais eu le courage de la rappeler, puis tout ça. Je sais pas, il est un peu tard dans le film. Puis là, à quelque part, ben, tu sais, qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Qu'ils vont réussir à sortir là, de se déprendre. Là, que, honnêtement, je pensais qu'on nous faisait une passe à l'Arme Fatale 2 où Bruce Willis allait se défaire le bras. Je pense que c'était encore à cette écoute-là. En tout cas, peut-être que je l'ai vu avant, là, parce que honnêtement, les autres écoutes là, sont pas mal floues. Là. Mais finalement, il fait comme se tirer un genre de morceau de métal qui était incrusté dans son bras. Je sais pas, il n'aurait pas pensé à l'enlever avant, mais il l'enlève avec sa bouche. Là, puis dans le fond, c'est ça qui réussit à défaire les menottes puis à réussir à sortir de là. Mais en tout cas, je sais pas, ça faisait pas mal à quelque part. Tu vas juste tirer dessus, là, mais en tout cas, pour une raison ou une autre, là, il l'a pas enlevé. Je pense que c'était un morceau du câble de métal là, quand ils ont embarqué sur le navire. Là, en tout cas, qu'il a laissé ça là, je comprends pas. Là, à quelque part, là, j'étais pas coincé dans un artère, quelque chose de même. Là, en tout cas, je trouve juste ça un petit peu ridicule qu'il a laissé ça là, puis enduré ce mal-là. Fait que là, ils vont se sauver du navire. Puis là, ben, en tout cas, c'est là, je veux dire, on vient juste de ramener Oli, puis avec l'idée là, de la rappeler.
Fait que là, tu sais, McClane qui a demandé là, la bouteille d'aspirine, puis que dans le fond, là, comme par hasard, Gruber en avait une sur lui, qu'il a acheté à l'hôtel qui va se ramasser, là, tu sais, c'est un peu exagéré, c'est de la coïncidence, c'est un petit peu du n'importe quoi. Tu sais, le personnage peut pas être juste comme genre en mal en point, que finalement, ben, tu sais, comme par hasard, il faut que ça revienne dans l'histoire. J'appelle pas ça de la bonne écriture, honnêtement, là, j'appelle vraiment pas ça, là, j'appelle juste ça du hasard, qu'on a forcé le hasard, puis que c'est vraiment là, du n'importe quoi en tant que tel, là, que là, tout d'un coup, là, à cause que c'est marqué nord des lignes, un genre d'hôtel à Québec, que c'est sûr et certain que nos personnages s'en vont là. C'est comme ça n'a juste pas de sens. Fait que là, ils vont se. Dans le fond, Gruber et son équipe là, vont comme être en train de célébrer là, dans le fond leur victoire. Hier encore, nous étions une armée sans pays. Demain, par contre, nous devons tous choisir ce que nous voulons comme pays. Et rappelez-vous que tout ça est dû à la grande imbécilité du service de police de New York. Longue vie au service de police. Puis éventuellement, là, ben, c'est ça, on va avoir Katia et Gruber là, qui vont vouloir aller faire là, des petites activités un petit peu là, en solo ensemble. Puis finalement, ben, il va être dérangé là, par l'arrivée là, de McClane et toute la police. Tu sais, à quelque part, là, je sais pas, là, tout ça, un peu toute cette scène-là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu un peu une scène avec Katia à part, tu sais, qu'au pire, au moins, on a un autre combat avec elle, tout ça. Là, elle devient, comme j'ai dit un peu plus tôt, elle devient la pilote d'hélicoptère, puis qu'en bout de ligne, ben, tu sais, on va se ramasser avec une fusillade dans un stationnement, puis, tu sais, Zeus est là sur place, ok, j'ai pas tout à fait de problème à ce qu'on ait amené, là, Samuel L. Jackson dans l'hélicoptère, tout ça. Il fallait qu'il soit là, à quelque part, on l'a vu tout le long du film, ça n'a pas de sens, mais c'est vraiment pas mon problème avec la scène, c'est la scène elle-même, que, honnêtement, c'est comme, on savait pas comment finir le film. Puis même dans le commentaire audio, ils disent, McTiernan, là, il dit là, que, tu sais, dans le fond, ils ont filmé la scène, mais ils savaient pas exactement comment finir le film, tout ça. Fait qu'ils sont arrivés avec cette idée-là. On a filmé une scène alternative, je vais en parler dans quelques minutes, mais, tu sais, dans tout ça, à quelque part, je trouve que c'est juste parce qu'on a essayé de faire une finale explosive, mais c'est comme carrément détaché du film. Je trouve que c'est juste un 5 minutes qui est rajouté à la toute fin, quand on aurait pu vraiment finir ça sur le bateau. Là, ils arrivent dans des commentaires et disent que il n'était pas capable là, d'arriver puis faire finir ça sur le bateau. Je pense qu'il aurait dû arriver puis juste écrire là, que finalement, ben, avant d'embarquer là, dans le bateau, ben McClane, c'est puis Zeus, ils se sont défaits là, de le menottes, puis que finalement, ben, tu sais, ils se sont battus sur le petit bateau, tout ça, puis finalement, ça finit là sur la rivière là, à côté, là, ben, en tout cas, le fleuve à côté là, de New York, tout ça. Ça aurait dû finir là. Là, tout d'un coup, là, que c'est carrément à part, comme si on gagnait, puis qu'ils ont réussi à se sauver, puis qu'évidemment, ils ont réussi à flouer le monde avec, dans le fond, les morceaux de métal qui n'étaient pas l'or, là, tout ça. Là, en tout cas, tout ça, là, honnêtement, là, cette scène-là, là, elle vaut absolument rien. T'attends juste que le film finisse. Il essaie de faire ça un peu spectaculaire, peut-être avec l'hélicoptère, mais en tant que tel, là, ça vaut absolument rien. Dans la fin alternative, McClane, il était pour se rendre compte encore à cause de la bouteille que, dans le fond, ça donnait là, le nom là, d'un village là, dans un autre pays. Là. Je pense que c'était en Angleterre ou quelque chose de même. Là, en tout cas. Fait que finalement, il réussit à retrouver là, la piste de Gruber, puis que finalement, il y a un face-à-face, puis qu'ils vont jouer à la bouteille, mais avec un bazooka, puis que dans le fond, ça va finir que Gruber va se faire sauter avec le bazooka. Honnêtement, je comprends que c'est une fin un petit peu trop simpliste. C'est comme s'arrêter dans un autre film, mais honnêtement, je me demande si j'aime pas mieux cette fin-là que la fin qu'on a eue. Mais en même temps, je comprends que c'était peut-être la fin d'un autre film. En tout cas, honnêtement, là, comme on a monté le personnage de Katia, puis on n'aurait pas vu elle à la toute fin. Là, dans le fond, c'est dans les bonus
bonus là, du DVD là, ou le Blu-ray, là, si mettons vous l'avez. Mais c'est ça, tu sais, à quelque part, probablement ça se trouve sur YouTube aussi. Mais c'est ça, à quelque part, je trouve que c'était aussi simple que ça, juste écrire la poursuite qui se continue avec les autres qui se sauvent en bateau puis que ça finisse là. T'sais, on n'a pas besoin là, d'avoir toute leur fête là, à part là, qui sont rendus sur le bord du Québec. Là. C'est le fun là, quand on voit Québec à l'écran. Là, mais en tout cas, c'est ça pareil. Je trouve que ça tombe à l'eau là, vraiment à la toute fin. Puis, pas que ça ne va pas tomber avant, là, mais en tout cas, là, je trouve que je trouve à la fin, là, ça finit, bon. C'était la fin de quoi exactement? Là? C'était clairement pas la fin du film qu'on vient d'écouter. Fait que le film finit là où ce que McClane finalement va essayer de rappeler Holly, là, parce que dans le fond, il avait essayé de l'appeler un peu plus tôt, mais finalement, ben, il s'était rendu compte pour la bouteille là, d'aspirine, puis on suppose que dans le fond, ils vont renouer là, le temps de générique. Là. Fait que tu sais, je peux peut-être accepter ça de même là, un peu pour conclure qu'est-ce que je disais là, sur le personnage de Holly, que dans le fond, ils vont renouer là, pour le prochain film. Là, mais tu sais, on va voir qu'est-ce qu'on va parler là, de Holly là, au prochain film. Alors, en conclusion, tu sais, honnêtement, là, la première moitié du film, là, ben, en tout cas, le premier 40 minutes du film, là, que je l'ai écouté l'autre jour, même si j'avais mal de tête puis j'avais besoin d'aspirine, là, j'étais là comme. Je pense que c'est le meilleur Die Hard qui est là. Tu sais, je veux dire, honnêtement, là, j'étais vraiment en train de changer mon fusil d'épaule jusqu'à temps que le 40 minutes arrive, puis que là, je me dis, là, on vient de foutre un break. Puis là, on a le 12 minutes, que, dans le fond, qui est éternel. Puis là, tout d'un coup, quand on en revient au bout là, de McClane et de Samuel L. Jackson, ma tête est ailleurs. Tu sais, je suis carrément ailleurs. Même à ma deuxième écoute, là, j'étais comme complètement parti. Je trouve que le film, là, il meurt pas mal là, à 40 minutes. Il y a des moments après, tu sais, je veux dire, j'étais beaucoup négatif là, pour la deuxième partie, là, une fois qu'on a vraiment introduit là, Simon Gruber. Mais je trouve que le film, là, il a perdu un peu son sens, sa logique, tout ça. On met le focus sur des personnages que, dans le fond, on n'a aucun intérêt. Là. En tout cas, moi, je n'ai pas d'intérêt du tout là, de tous les 4-5 personnages, là, les officiers police là, qu'on nous introduit pendant tout le film. J'ai absolument, tu sais, que Charlie sauve la situation, là, j'en ai absolument rien à foutre. Ça aurait dû être Cobb qui sauve la situation. Pas le troisième gars qu'on nous a introduit là, au poste de police. Il y a une femme là-dedans qu'on nous a introduit qui sert absolument à rien, mais que, tu sais, dans le fond, elle est là pour sauver les enfants. Il y en a un autre, dans le fond, c'est pas mal égal. Dans le fond, là, on a la version homme et la version femme là, qui vont sauver les enfants un peu plus loin. En tout cas, je trouve que c'est un peu n'importe quoi, puis que la deuxième moitié là, elle souffre énormément. Puis le problème, c'est pas notre duo là, qui est la tête d'affiche, là, qui est de Samuel L. Jackson et de Bruce Willis. Eux autres là, sont impeccables, puis c'est comme à chaque fois qu'ils sont là, je trouve que ça rajoute quelque chose, mais c'est sûr que quand ils reviennent avec la cruche d'eau là, à 1h, ben c'est comme je suis un petit peu essoufflé parce que là, tu sais, tout d'un coup, je suis comme confus de où est-ce que l'histoire s'en va. Fait que, tu sais, si maintenant on aurait eu un des deux un peu là, qui meurt à partir de là, ben, tu sais, naturellement, je comprends que Bruce Willis ne serait pas décédé dans le film, mais leur duo, il se termine pas mal là, à cette place-là. Fait que d'avoir tué Zeus à partir de là, je pense que ça aurait rajouté vraiment un côté, là, ça aurait rajouté du drame, mais le film aurait été vraiment plus fort à partir de là, juste un peu là, de côté, là, juste un peu là, pour rajouter là, de profondeur au personnage là, de McClane. Fait que, tu sais, je vais pas y aller là, dans la totalité, là, je vais y aller, là, que tu sais, je vais lui donner un jaune, honnêtement, là, honnêtement, je pensais arriver là, vraiment là, j'étais comme motivé là, quelque part là, j'étais vraiment partant, je me suis dit, tu sais, je veux dire, c'est remarquable. Je voyais que le travail de McTiernan avait vraiment évolué depuis le premier film, là, depuis 1988 de Piège de cristal, puis je voyais que dans le fond là, toute la mise en scène, je pense que c'est quelque chose que je peux remarquer. Par contre, la mise en scène est meilleure. C'est peut-être encore une fois là, le grand problème là, c'est l'éditeur à quelque part
part que il a pas su couper les scènes correctement, puis que, tu sais, juste avoir gardé un peu la cadence du début du film, couper peut-être la scène là, dans la minivan là, de peut-être 3 minutes et demie, puis couper le montage là, de When Johnny Comes Marching Home, là, d'introduction là, à Gruber, ben, de peut-être là, avoir coupé ça là, d'un bon 10 minutes. Je pense qu'on aurait vraiment bénéficié. Là. Le film n'aurait pas touché le 2 heures comme toutes les deux autres Die Hard, mais honnêtement, je pense que le film là, aurait vraiment été rehaussé. Là, c'est comme le film est coupé là, à mi-chemin, puis c'est vraiment lourd. Alors, en faisant mes devoirs, dans le fond, là, j'ai écouté le film Contre-Attaque. Ça faisait des années que j'avais pas vu ce film-là. Honnêtement, le film, là, c'est un bon petit film de série B. Là. C'est le fun de voir là, le fils à Bruce Lee, là, que dans le fond, on essaie de faire clairement là, des hommages à Bruce Lee. Là. Dans le fond, dans sa technique là, de combat, là, il va bouger un peu là, comme Bruce Lee. Ben, naturellement, c'est son fils aussi. Fait que il va avoir un carrure à son père. En tant que tel, c'est un film là, d'action. Là, vraiment sans tête, à quelque part, sans logique. Le personnage de Brandon Lee, lui, dans le fond, il est témoin là, d'un meurtre. Dans le fond, c'est une tête de mafia qui tue quelqu'un, puis que dans le fond, la tête de mafia va envoyer tout le monde là, pour tuer Brandon Lee, puis à quelque part, ben, tout le monde va arriver, puis va tuer tout le monde, mais à cause que lui a vu que le meurtre se déroulait, ben, on va le cibler lui, mais en tant que tel, je veux dire, c'est comme ça a juste ni queue ni tête là, quelque part là, ils vont tuer là, genre une trentaine de personnes, puis que dans le fond qu'on pourra pas pointer la tête de l'autre là, pour dire qu'il était là, tout ça, c'est complètement farfelu là. Mais c'est ça un peu l'idée là, c'est à quelque part là, juste avoir un peu le dessin de combo au travers de ça. Là il y a Powers Booth là-dedans là, que dans le fond là, qui est un acteur reconnu pas mal là, dans le temps aussi là, pour des films d'action dans le fond là, pour sa tête dure, que lui il va jouer là, dans ces eaux-là aussi là, avec Van Damme là, dans le film là, de suspense en prolongation là, qui est dans le fond un Die Hard mais dans un dans un arena là, de hockey là. Fait que c'est correct à quelque part. Là. C'est un film là, qui passe, dans le fond, là, c'est pas mal là, dans un même niveau là, qu'un film de Van Damme. C'est pas mal dans le même genre. Les logiques, des fois, ils sont un peu. Il y a des raccourcis un peu dans l'histoire. Dans le fond, c'est juste pour vraiment amener un peu un combat, dans le fond, un combat à main nue, puis qui amène après ça là, dans un autre combat à main nue. C'est pas super l'emphase là-dessus. Là. Il y a des films de Van Damme qui c'est vraiment l'emphase, là, juste les combats, mais il y a tout le temps des scènes d'action qui arrivent, puis finalement, il faut que Brandon Lee se batte là, à main nue contre une telle personne, tout ça. Mais là-dessus, il y a quelques explosions, puis il y a quelques fusillades, tout ça. C'est un film que, pour qu'est-ce que c'est un film d'action série B? C'est un verre, mais en tant que tel, là, c'est pas. Vous allez vous amuser si vous l'écoutez, puis vous comprenez que c'est un film là, de 1990, je pense, ou maximum 92. Là. C'est bien correct. C'est probablement le meilleur film là, d'action là, de Brandon Lee. Là. Il avait sorti un film juste avant là, avec Dolph Lundgren, puis lui, dans le fond, en tête d'affiche. Puis, il me semble que c'était moins bon. Là, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai vu. Là, je pense le justicier de Little Tokyo, quelque chose de même. Là, en tout cas, c'était inférieur là, à Contre-Attaque. Là. Fait que, si vous voulez savoir un peu là, qu'est-ce que, dans le fond, qui pourrait être un peu la carrière, là, le début de la carrière là, de Brandon Lee, ben, je l'endosse là, si vous êtes fan là, de Bruce Lee, là, comme qu'est-ce que sa succession aura fait. C'est sûr que le Corbeau, mais que le Corbeau, c'est totalement quelque chose là, de différent. Là, que peut-être qu'un jour, je vais parler au podcast. Surtout que là, on est en train là, de peaufiner un
remake, là, en tout cas, on verra là, qu'est-ce que ça va faire là-dessus. Mais sinon, ben, c'est une belle alternative là, pour voir qu'est-ce que, dans le fond, là, cet acteur-là aurait fait là, dans le monde de l'action. Là, si ça aurait fait le film d'aujourd'hui, ben, finalement, si on l'aurait réécrit là, pour être la suite là, de Contre-Attaque, ben, j'imagine que le personnage de Jackson aurait été interprété là, par Angela Bassett. Puis là, dans le fond, là, ça aurait viré plus là, dans le côté romance, tout ça. Puis là, dans le fond, toute la deuxième moitié aurait été autre chose. Là, ça aurait été là, tout le temps un peu le Simon Says, là, que dans le fond, là, il est envoyé à un tel endroit, tout ça, puis il y a des obstacles à faire, tout ça. Ça aurait été exactement la même affaire qu'aujourd'hui. D'après ce que je peux comprendre, dans le script de Simon Says, c'est pas mal tout intégral. Là, dans le fond, les premiers obstacles ou les premières énigmes là, qu'ils ont à couvrir. Fait que probablement ça aurait resté là, mais finalement, ben, c'est ça. Comme j'ai dit au début du podcast, ce script-là, ben, dans le fond, il a été aboli à quelque part, puis on est revenu à la source, Simon Says, et on l'a réadapté pour être le film de Die Hard. Alors, sur le Facebook du podcast, vous avez répondu que le film vous y donnait un verre. Ben, en tout cas, je suis pas à 100% d'accord avec vous. Là. En tout cas, c'est malheureusement les choses comme qui sont, mais en tout cas, moi, je me dis tout le temps, quelque part, je vais rester tout le temps le plus transparent avec vous. Puis, en tout cas, en tant que tel, là, moi, je pense pas que le film d'aujourd'hui, là, dans le temps, ne valait pas un verre. Il y a peut-être 10 ans de ça, j'aurais donné un verre, mais avec mon écoute là, que j'ai fait, puis avec mon calepin en tant que tel, là, ben, je trouve que je trouve que vraiment la deuxième moitié du film là, a tué le film. Puis c'est ça, en tout cas, vous pouvez réécouter le podcast dans le fond là, si ça vous frappe un peu, là, que je trouve que pour l'instant, là, c'est clairement là, le film. Là, c'est peut-être aussi la déception en quelque part. Tant qu'avoir éliminé là, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois, ben, faites quelque chose de mieux. Puis écrivez quelque chose de mieux. Je comprends que le film là, de la semaine passée, le deuxième film, était un peu un réchauffé du premier film, mais au moins il se tenait pour la franchise. Là, c'est sûr, j'ai pas de problème vraiment des fois à changer ton, mais à quelque part, puis c'est ça aussi que je veux quand même aussi mettre l'emphase. Cette fois-là, ça me dérangeait pas aussi de voir quand même McClane là, voler 30 pieds dans les airs puis pas se blesser, tout ça. Mais je trouve que ça changeait beaucoup le ton du film. C'est beaucoup plus l'emphase qu'on voulait nous envoyer sur les personnages qu'en bout de ligne, je trouve que la deuxième heure, on perd peut-être 40 minutes là-dedans à être sur le focus sur d'autres personnages quand dans le fond, on s'en fout. C'est juste plate que la première moitié ne suit pas sur la deuxième moitié ne suit pas sur qu'est-ce qu'on établit dans la première moitié. Puis c'est pas mal ça aussi, peut-être qu'il s'est passé dans le premier film aussi, que je trouve que la première moitié là, la première heure est vraiment solide, puis la deuxième moitié, mais même s'il y a des bons bouts, puis vraiment plus solide là, que dans le film d'aujourd'hui, mais il est pas aussi intéressant que la première moitié du film. Puis c'est ça, à quelque part là, je trouve que le deuxième film va rester pour moi encore un peu le meilleur, le plus constant du début à la fin du film. Mais ça, c'est juste mon point de vue. J'ai pas plus raison que vous, mais ça a fait un plaisir d'en discuter là, pendant tout le podcast. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. J'espère que ma voix vous a pas trop chicoté à quelque part. J'espère que j'ai pu quand même assez me maintenir. J'ai quand même un plus gros mal de gorge que quand j'ai commencé le podcast, mais en tout cas, ça va avec la job. Entre-temps, ben, n'hésitez pas à commenter votre désaccord sur le jaune, sur le film aujourd'hui, et n'hésitez pas à me dire où est-ce que j'ai foiré là-dedans, puis que dans le fond que vous soutenez le fait là, que c'est un vert, ou sinon ben, si je vous ai fait pencher dans le fond là, sur le côté jaune, ou même le rouge peut-être, on sait jamais, mais n'hésitez pas à en parler là, sur les sites de Facebook du podcast. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, yippee-ki-yay, auditeur! Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film.
Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Vous pouvez aussi contribuer monétairement au podcast afin d'aider à couvrir certaines dépenses liées au stockage des épisodes et la maintenance du site Internet. Afin de vous encourager à contribuer, je propose de couvrir la trilogie de films de votre choix pour toute contribution de plus de 15$ avant la fin 2022. La trilogie choisie sera couverte dans les 6 premiers mois de 2023. Pour plus de détails sur la façon de contribuer, rendez-vous sur premiervisionnement.com. En espérant vous voir au prochain épisode. Yippee-ki-yay, motherfucker.